Bonsoir à tous. Je salue vraiment cette initiative partagée que d'organiser cette table ronde sur les chiffres en SHS, parce que je pense véritablement que c'est source de grand potentiel pour ces disciplines et pour les doctorants. Alors il y a deux types d'enjeux. Il y en a peut-être d'autres, mais les deux enjeux que moi j'ai identifiés, c'est tout d'abord sortir les doctorants de la précarité. C'est un sujet. Ici, je sors d'une réunion au collège doctoral de site Alsace où il a été rappelé que en SHS, seulement un doctorant sur deux a un financement dédié à sa thèse. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable, c'est pas tolérable. Avec Julien, on a fait notre thèse dans le même labo, dans le même bureau, au même moment, après. Et on avait tous les deux un film. Et ouais, c'était un vieux copain. Et on n'ose pas imaginer la vie qui aurait été la nôtre si on n'avait pas eu cette fameuse bourse doctorale et la mission d'enseignement qui va avec. Donc le premier enjeu, c'est de financer votre travail de thèse. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Il y a un autre enjeu pour les labos, c'est de s'approprier les questions d'innovation et de valorisation de la recherche fondamentale, les liens avec ce qu'on appelle le monde socio-économique sont vraiment pas assez développés. Alors il y a un enjeu de responsabilité sociale des chercheurs que de s'adresser au monde socio-économique et d'être capable de répondre à des grands questionnements. Mais il y a aussi de façon beaucoup plus pragmatique la question de la donnée. Il y a des chercheurs en marketing par exemple qui me disent mais moi je suis coincé, je peux pas travailler parce que j'ai pas accès aux données. Et finalement, une thèse financée par un contrat doctoral de droit privé, ça permet d'avoir accès aux données, d'avoir accès au terrain, et ça doit être perspective de nouvelles thématiques de recherche et aussi de nouvelles méthodes quand on discutait de tout ce qui se développe avec l'IA. Alors moi, je m'occupe de formation doctorale en SHS, mais aussi en chimie, en sciences pour l'ingénieur, sciences des matériaux. Et quand on parle de thèse CIFRE, alors donc ce qu'on appelle les sciences exactes, moi j'appelle les sciences non complexes, on raisonne en niveau de TRL. Alors TRL, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, Technological Readiness Level. Alors si vous êtes TRL 1, vous faites de la recherche hyper fondamentale. Et vous avez tout le spectre jusqu'à TRL 9. Et TRL 9, c'est le moment où le système réel est achevé, qualifié par des missions opérationnelles réussies. Claire, là, vous êtes vraiment clé en main. Vous avez construit, produit quelque chose qui va être disponible pour la société sur étagère, comme on dit. Quand on parle de thèse CIFRE en sciences non complexe, on parle du TRL de niveau à peu près 4. Juste. C'est pas faux. C'est moyenne. C'est moyenne. C'est moyenne. Faut pas que ça aille trop et c'est pas censé être trop bas non plus. 4 avec un intervalle de confiance plus ou moins étendu. Et alors, en sciences exactes, le TRL 4, c'est le moment où on parle de validation de composites, de maquettes en laboratoire. Donc, on a quelque chose comme preuve de concept, on a quelque chose qui fonctionne, mais qu'on n'est pas sûr de pouvoir déployer totalement. Encore une phase de risque pour qu'on parle définitivement d'autres seuils. On a des chercheurs en sciences exactes qui nous disent bon, c'était cette affaire de TRL, de caractère de plus en plus opérationnel, de moins en moins risqué. C'est quand même assez caricatural. Quand un industriel vient avec une question, ça peut et ça devrait engager des questions de recherche fondamentale. Donc c'est un peu caricatural de voir toujours ces flux de recherche fondamentale à innovation comme toujours un flux d'amont en aval. Ce qui est sûr, c'est qu'en SHS, les questions se posent pas de la même manière. En SHS, on va pas pouvoir parler aussi facilement de niveau de TRL et surtout,
avec ces questions d'accès aux données, c'est au terrain de recherche. Là, il y a vraiment des questionnements qui sont dits co-construits entre le commanditaire, alors ça peut être un industriel, ça peut être une association, ça peut être toutes sortes d'employeurs et le monde académique. Et donc, même si déjà en sciences exactes, cette manière d'adresser des tests chiffrés est assez caricaturale, en SHS, ça ne devrait absolument pas s'envisager sous cette forme. Merci Sylvie. Donc Julien Pénin, donc vice-président recherche délégué pour les sciences humaines et sociales. Je représente l'Université de Strasbourg, à la fois donc son président Michel Deleuven, mais aussi son vice-président recherche, donc on passe entre guillemets Rémi Barillon. Alors je vais simplement dire deux choses en guise d'introduction. Une première remarque en tant vraiment que vice-président représentant de l'Université de Strasbourg, et une deuxième remarque plus en tant que chercheur, puisque j'ai la chance de travailler sur les relations sciences-industrie et plus largement les relations sciences et société. Alors du point de vue de l'université, la thématique d'aujourd'hui, elle est évidemment fondamentale et complexe et trop souvent négligée. Deux remarques. Premièrement, la formation doctorale. Donc, on parle de tests chiffres, donc grosso modo de formation des jeunes chercheurs en général. On a trop tendance aujourd'hui à se concentrer sur la bibliométrie. On a trop tendance à se concentrer sur les publications scientifiques, sur les grands outputs, Nature, une grosse revue, les éditeurs prestigieux, parfois des brevets quand c'est possible. Donc on se concentre vraiment sur des gros outputs visibles et on a tendance à négliger le cœur de notre métier qui reste quand même la transmission et la formation des jeunes chercheurs. Et quand vous discutez avec tous les collègues les plus sages, on va dire, les plus anciens, c'est clairement ce qu'ils vous disent, c'est qu'à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village et que la formation doctorale, c'est vraisemblablement produire, entre guillemets, un jeune docteur qui ensuite va avoir une brillante carrière, ça vaut bien plus qu'une publication scientifique dans Nature, dans Science ou autre. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. L'Université de Strasbourg sort d'une grosse évaluation HCVRES. On a eu toute une batterie d'indicateurs. On a rempli des tableaux Excel et autres à plus savoir où mettre nos chiffres. Et parmi les chiffres quand même les plus significatifs, les plus importants, il faut quand même rappeler qu'il y a cela. Donc la formation doctorale, moi je suis convaincu que c'est le cœur de notre métier. Deuxième élément, évidemment, donc les relations sciences et société. On parle énormément de relations science-industrie parce que historiquement, je ne vais pas vous faire l'historique, mais on parle d'un modèle qui en grande partie est né dans les années 1970 aux États-Unis avec la naissance du secteur des biotechnologies, des sciences de la vie. Tout d'un coup, on s'est aperçu que il y avait des possibilités de création de start-up, création de spin-off académique, des dépôts de brevets avec un modèle très linéaire. Sylvie a évoqué le modèle TRL, donc on a une vision très linéaire on va dire du développement et de la science vers l'industrie. Donc on a et moi je suis convaincu que une des erreurs qu'on fait très souvent, c'est de vouloir calquer, de vouloir dupliquer à l'identique ce modèle qui est très spécifique aux sciences de la vie, de vouloir le dupliquer à tous les autres secteurs académiques. Évidemment, ça marche pas aussi bien parce qu'il y a d'autres spécificités. Les études que nous on a pu mener montrent par exemple que ce qui fonctionne dans les sciences de la vie fonctionne beaucoup moins bien dans les sciences pour l'ingénieur. Par exemple, dans les sciences de la vie, on vous dira très souvent, si vous n'avez pas un dépôt de brevet, ça va être très compliqué. C'est pas impossible. Ça va être très compliqué ensuite, surtout si vous êtes dans du médicament, par exemple. Dans ce cas-là, c'est même pas la peine d'essayer de monter une start-up. Alors que dans les sciences pour l'ingénieur, on s'est aperçu que la plupart des cas, finalement, vous pouvez faire sans brevet. Il y a beaucoup plus de savoir-faire, de connaissances tacites. Donc, rien que dans les sciences complexes, c'est ça. Il y a déjà des différences. Il y a déjà des différences majeures. Alors. Évidemment, les SHS, c'est encore un cas à part. Et moi, je suis convaincu que c'est pas parce qu'on est en SHS qu'on doit quelque part s'abstenir de développer évidemment des relations, alors peut-être pas avec l'industrie comme dans les sciences de la vie, mais avec la société en général. Et on en discutait encore il y a quelques heures avec les collègues du PUIA qui sont dans la salle.
les relations science-industrie en SHS, ça va être beaucoup plus diverse. Ça va passer par des relations avec les associations, ça va passer par des relations avec typiquement des institutions locales, ça va être les mairies, ça va être des théâtres, ça va être des cinémas, ça va être plein d'autres choses. Donc on n'est pas forcément dans le modèle des biotechnologies, ce modèle très linéaire, on est dans quelque chose de différent, mais ça reste une question d'enrichissement mutuel. Et cette notion d'enrichissement mutuel, je terminerai là-dessus, c'est ça qui est central aujourd'hui dans les recherches les plus récentes qu'on est en train de mener. En fait, on a totalement quitté ce qu'on appelle le modèle linéaire, c'est-à-dire le modèle de la tour d'ivoire. Le modèle de la tour d'ivoire, c'est l'université qui est isolée, l'université qui est même dans un sens qui a besoin d'être protégée de la société. Et si vous vous rappelez, un des premiers rapports qui a tenté de fonder quelque part le modèle relation science-industrie tel qu'il a fonctionné entre les années 50 et les années 80, c'est le rapport Bush, de Vannevar Bush en 1945, qui s'appelle Science, the Endless Frontier. Vannevar Bush, c'était on va dire le référent scientifique du président Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un des artisans du projet Manhattan, et c'est quelqu'un qui en 1944-45 se demande comment on va faire maintenant que la guerre est terminée, comment on va faire pour continuer à être arrosé de milliards sans qu'on nous demande quasiment aucun compte. Et donc il a cette idée quelque part géniale de dire je vais développer cette idée de dire que il faut absolument financer la recherche fondamentale, il faut surtout pas lui demander de compte, etc. Il faut limite la protéger. Et ça donnera des impacts sociétaux, économiques, un peu par magie, miraculeusement, il y aura des retombées, vous inquiétez pas, économiquement on s'y retrouvera. La terminologie qui est utilisée dans le rapport Bush, elle me déplaît totalement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de recherche fondamentale, recherche appliquée, on a tendance à les opposer, on a tendance à faire un grand écart entre les deux. Dans le rapport Bush, c'est presque pire, j'ai envie de dire. Il parle de science pure. Alors, il va pas parler ensuite de science impure, mais il va parler de science pure et de science appliquée. Mais donc, sous-entendu, la science fondamentale, c'est la science pure, et il faut la protéger. C'est ça le modèle de la tour d'ivoire. Il faut protéger la science de la société, de l'industrie, qui forcément est impure. Et alors, aujourd'hui, ça fait un peu sourire, parce qu'on est vraiment, les recherches les plus récentes montrent qu'il y a vraiment un enrichissement mutuel entre les deux, et qu'il y a énormément d'avantages, évidemment, à interagir. Mais ce modèle-là a quand même fonctionné pendant des décennies, et on a encore aujourd'hui un certain nombre de collègues, un certain nombre de discours, un certain nombre d'échos de gens qui continuent à raisonner de cette manière-là, en vous disant oui, d'un côté il y a l'université, il y a la science, c'est une forme de pureté, et effectivement ça va être sale quelque part de travailler avec l'extérieur. Moi je suis convaincu que c'est évidemment une hérésie de réfléchir de cette manière-là. Je répète, le mot-clé aujourd'hui, c'est vraiment enrichissement mutuel. Ça a été évoqué par Sylvie, et je pense qu'on y reviendra sur les prochaines interventions. Simplement, je un vœu pour la prochaine table ronde. J'aimerais pas non plus qu'on occulte complètement les difficultés à opérer un rapprochement entre science et industrie. C'est-à-dire c'est une véritable richesse. Travailler avec l'industrie, avec la société en général, ça vous rapporte des moyens. Ça permet, juste de manière anecdotique, et c'est pas si anecdotique de ça, de financer des thèses. Ça vous rapporte des moyens, ça vous rapporte des ressources, ça vous rapporte des nouveaux problèmes, ça vous rapporte des nouveaux points de vue. Donc il y a un véritable enrichissement. Par contre, il ne faut pas non plus occulter les difficultés. Et pour avoir encadré dans ma carrière 2 thèses CIFRE, c'est le grand écart. C'est le grand écart, et je pense qu'on y reviendra dans la prochaine table ronde. C'est pas si facile que ça de faire une thèse CIFRE. C'est extrêmement enrichissant, mais c'est pas si facile que ça. Faut pas l'oublier. Donc j'aimerais de manière honnête, qu'on évoque aussi ces difficultés-là, j'espère malgré tout que la richesse l'emporte. Mais il faut pas non plus occulter évidemment la difficulté à travailler entre guillemets avec l'autre. Voilà, j'ai trop parlé. Je vous souhaite une excellente table ronde. Bonjour à tous. Donc, après ces introductions sur l'éloge de la complexité, de la non-linéarité et de l'enrichissement d'aller vers l'autre,
Peut-être qu'on va aborder des questions un peu plus pragmatiques, mais je pense qu'ils sont aussi intéressantes. Alors avant de faire ça, donc quelle est cette bête étrange qui est un DRARI, puisque nous en sommes deux. Donc DRARI, c'est l'acronyme pour Délégué régional académique à la recherche et à l'innovation. Et en fait, moi je m'occupe de la région Grand Est, Laurent s'occupe de la Martinique. Et en fait, on fait partie de la représentation en région du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc ça veut dire que le ministère essaye lui aussi de ne pas être dans sa tour d'ivoire en permanence, même si c'est parfois difficile, et donc d'avoir non pas simplement le siège, le central sur la Saint-Joseph, mais aussi d'avoir une vision un peu plus régionale, locale des choses, et on assure une partie de cette vision-là. L'idée, c'est que chaque université, chaque organisme de recherche, chaque structure de transfert et de valorisation a des actions, souvent très intéressantes et à porter, à aider. Et une partie de notre rôle, c'est d'aider à ce qu'elles se fassent et aussi, si possible, qu'elles constituent un ensemble relativement harmonieux à l'échelle d'une région et aussi au niveau des volontés du ministère. Donc voilà, donc on a ce rôle-là un petit peu à la fois d'écoute, d'accompagnement, à la fois des universités, des organismes de recherche et puis de tout un tas de structures autres. Donc, par exemple, la SAT Connectus qui est présente parmi nous aujourd'hui. Alors, juste encore, et je ne vais pas parler de moi pendant très longtemps, je suis directeur de recherche CNRS, je suis chercheur, je suis physicien. Alors, évidemment, du point de vue des objets et des outils, c'est très différent, mais par contre, sociologiquement, c'est très proche. Si vous voulez en discuter à un moment donné, après, c'est pas l'objet initialement ici, mais j'ai retrouvé souvent beaucoup de façons de fonctionner en termes de laboratoire et d'équipe qui se rapprochaient beaucoup. Oui, c'est assez surprenant. Donc maintenant, on va peut-être aborder le sujet qui nous occupe parce que c'est quand même ça qui est l'objet. Donc CIFRE, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'acronyme déjà, c'est pas cipher comme en anglais, quelque chose de mystérieux et de codé. C'est des conventions industrielles de formation par la recherche. Déjà, il y a un certain nombre de mots qui apparaissent à l'intérieur. Et avant d'aller un peu plus loin dans le dispositif, il y a un point qui est peut-être vaut la peine d'être soulevé, c'est qu'il y a actuellement, si vous regardez un petit peu l'évolution du nombre de doctorants en France, mais aussi dans d'autres pays européens, il y a une baisse actuellement. Là, si on est entre 2010 et 2022, on est entre moins 12 et moins 18% suivant la métrique qu'on choisit. Donc il y a une baisse du nombre de doctorants, et en fait, quand on regarde par discipline, par type de discipline, en fait, donc les sciences complexes, donc les sciences humaines et sociales, sont particulièrement affectées par cette baisse. Donc là, il y a un problème, et lorsque les analyses ont été faites, souvent, ce qui a été mis en avant, c'est un problème qui a été évoqué d'ores et déjà, c'est la question du financement, parce que évidemment, quand on a des questions de précarité qui se posent, forcément, ça entrave la question de la poursuite de ces études. Alors, l'idée, c'est que ces chiffres, ce sont des dispositifs qui donnent un financement à l'entreprise, c'est une aide financière pour recruter un doctorant dont les travaux de recherche vont être encadrés par un laboratoire. Donc en fait, il y a d'ores et déjà, vous voyez qu'il y a 3 acteurs dans le dispositif, sur la question de faire des ponts, c'est-à-dire à la fois le doctorant ou la doctorante, bien évidemment, mais aussi d'une part une entreprise qui a un sujet, mais aussi un laboratoire qui assure un encadrement. Donc il y a à la fois le sujet qui doit être en contact avec des questions du monde socio-économique, mais aussi une question de formation doctorale qui doit être assurée. Et le doctorant est au milieu de l'attente et du début du dispositif. C'est des financements qui viennent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et donc c'est pour ça qu'on vient, Laurent et moi, vous en parler, parce que ça fait partie des dispositifs qu'on suit. Je reviendrai sur ça après. Et en fait, la gestion est confiée à l'Association nationale de la recherche et de la technologie, l'ANRT. Donc c'est pour ça que l'interlocuteur en direct, c'est l'ANRT, mais en fait, c'est un dispositif du ministère. Et lorsque une CIFRE est mise en place, c'est une convention, donc il y a une convention de collaboration qui stipule comment va se passer l'ensemble du travail de recherche. Donc, signé par le doctorant, le laboratoire et l'entreprise, on a toutes les conditions dans lesquelles se passe cette thèse. Et le travail de thèse, c'est un travail à 100%. L'idée, c'est évidemment que le doctorant travaille sur le sujet qui a été prédéfini à 3, de façon à faire l'ensemble du travail sur la durée du contrat, qui peut être un CDD ou un CDI. Évidemment, la situation la plus standard, c'est le CDD, évidemment, mais on est dans une situation où potentiellement l'entreprise a le choix du type de recrutement qu'elle souhaite effectuer.
Je reviendrai là-dessus après. Et évidemment, on laisse pas les choses complètement. Il y a une évaluation initiale, je reviendrai là-dessus. Et puis après, il y a un rapport d'activité annuel. Donc il y a un suivi qui est assuré. Il y a un suivi évidemment qui est assuré par l'école doctorale dans laquelle le doctorant est inscrit. Ça, c'est normal, c'est une thèse. Mais il y a aussi un rapport vis-à-vis de l'ANRT pour s'assurer que tous les jalons qui ont été définis préalablement dans la convention ont bien lieu. C'est simplement pour dire qu'on ne laisse pas les gens dans le vide pendant 3 ans et on attend de voir ce qui se passe. Bon, alors je pense que on a déjà eu quelques éléments sur les bénéfices qu'il peut y avoir sur, même s'il y a des difficultés qu'on n'écoutera évidemment pas, il y a les bénéfices qu'il peut y avoir sur le, faut faire attention à la table, je vais finir par avoir les problèmes, les bénéfices qu'il y a. Bon, alors pour les entreprises et les laboratoires, je pense que c'est assez clair parce qu'on est en train d'avoir quelqu'un qui va travailler sur un sujet de recherche qui concerne normalement chaque fois à la fois l'entreprise et le labo. Pour les doctorants, il y a quand même aussi un intérêt d'être dans un cadre qui est un peu différent. Donc c'est une difficulté, mais c'est aussi une richesse. Ça permet d'avoir de nouveaux réseaux qui se créent. Il y a une professionnalisation un peu différente. Il y a aussi des voies de recrutement à l'issue de la thèse qui sont différentes. Alors là, j'ai des chiffres seulement pour l'ensemble du dispositif CIFRE, donc qui couvre tous les domaines. Donc c'est pas seulement SHS, mais on est à 90% de recrutement dans les 6 mois après la fin de la CIFRE. Et ça se comprend. C'est parce qu'évidemment, l'entreprise dans laquelle le travail a été fait, il y a eu une co-construction qui permet après de rendre évidemment le doctorant extrêmement intéressant pour l'entreprise ou pour d'autres entreprises du domaine. Donc il y a vraiment une valeur ajoutée au recrutement qui est... Du point de vue financier, pour ce qui est de l'entreprise, il y a une subvention annuelle que l'entreprise reçoit. Donc c'est 14 000 € sur une durée de 3 ans pour l'embauche. Et il y a des salaires, un niveau de salaire qui est imposé. Alors c'est un salaire brut de actuellement 2100 € par mois. Il y a une revalorisation progressive, c'est-à-dire que chaque année jusqu'en 2026, on va arriver à 2300 € brut par mois. Donc c'est simplement pour vous dire qu'il y a des conditions encadrées pour le niveau auquel les personnes sont recrutées. Mais bien sûr. Je pense que tout le monde a entendu, mais je répète, c'est minimum. Évidemment, si l'entreprise souhaite aller au-delà, elle a parfaitement le droit, on n'empêche pas les gens de payer plus les doctorants. Un deuxième point qui vaut la peine d'être soulevé, c'est qu'en fait, pour les entreprises, il y a la possibilité de coupler ce dispositif-là CIFRE à un autre dispositif qui s'appelle le crédit impôt recherche. C'est-à-dire que certains travaux de recherche faits par une entreprise, à condition qu'ils soient correctement déclarés, donnent droit à un crédit d'impôt. Et évidemment, je vous indique que, en particulier, le salaire des doctorants qui est versé, qui est un travail de recherche, donc là on est parfaitement dans les purs, eh bien, peut être déclaré. Donc à la fin, une fois qu'on a fait le bilan des crédits d'impôt et du versement de cette subvention, une entreprise, elle a à sortir de l'ordre de 8 à 9 000 € par an pour recruter un doctorant. Donc en fait, c'est un travail de développement qui peut être très intéressant pour l'entreprise intrinsèquement, avec quelqu'un de hautement qualifié et qui en plus n'est pas particulièrement onéreux pour une entreprise. Donc là, il y a quand même une opportunité très intéressante, même du point de vue de l'entreprise. Donc je vous fais un peu le pitch aussi éventuellement, si vous voulez commencer à convaincre une entreprise de travailler avec vous. Vous avez des éléments, vous avez des billes en fait pour lui expliquer que oui, c'est intéressant. L'autre point, et qui revient un peu en écho de ce que j'ai évoqué sur la diminution du nombre de doctorants et la difficulté de financement, c'est que le dispositif CIFRE, c'est un des dispositifs qui est fortement poussé par la loi de programmation de la recherche, qui a été votée il y a quelques années. Le nombre de CIFRE, de conventions CIFRE, va augmenter au fur et à mesure. Et en fait, on devrait atteindre 2150 CIFRE par an en 2027, avec une augmentation d'à peu près 100 CIFRE en plus chaque année. Donc c'est un dispositif qui est amené à s'étendre. Avec en fait, je vais revenir là-dessus après, mais en fait, c'est actuellement assez facile, le dossier est satisfaisant évidemment, mais assez facile en fait de décrocher une bourse, une convention, pardon. Alors là encore, juste quelques éléments. Pour les structures d'accueil, si on regarde l'ensemble de tous les domaines scientifiques, Laurent parlera après de ce qui se passe pour vous plus spécifiquement, c'est plutôt des PME et des grandes entreprises qui font des CIFRE de manière générique. Collectivité territoriale, on est quand même à 8%. Donc c'est pas beaucoup, mais ça n'est pas rien.
Et juste pour continuer là-dessus, en fait, la loi qui indique les éléments sur le chiffre autorise en fait pas seulement des entreprises, mais il y a les collectivités territoriales et des associations à vocation sociale, des ONG, des établissements consulaires, donc les chambres de commerce et d'industrie par exemple, qui ont aussi droit à demander des chiffres. Donc en fait, et c'est pour aller un petit peu dans ce qu'on disait auparavant, il ne faut pas garder une image trop restreinte de qui peut bénéficier de ce dispositif. Il faut évidemment être astucieux dans ce qu'on est en train de présenter, mais c'est pour vous dire que c'est un dispositif qui est plus large que simplement le I là, de l'industriel qui est dans le chiffre. Il faut l'entendre de façon assez large. Les domaines scientifiques, Laurent parlera après, mais il y a quand même, quand on regarde les différents domaines qui sont couverts, en fait, au national, sciences humaines, on a 17%, sur l'ensemble de toutes les chiffres, il y a 17% des chiffres qui correspondent à les domaines des sciences humaines, et 12% sciences de la société. Donc c'est pas du tout négligeable, hein, elles sont représentées, vos disciplines sont représentées. Et j'en parlais tout à l'heure, le taux d'acceptation est à peu près de 80%. Si vous déposez un dossier, vous avez à peu près 80% de chances de réussir. C'est nettement plus que des tas de projets à l'Europe, à l'ANR, à d'autres endroits. Donc c'est quand même intéressant. Je vous vends quelque chose qui est quand même assez... et qui vaut la peine, il vaut la peine de s'y pencher, je pense. Sinon, on serait pas venu jusqu'à nous, quand même. Alors, pour ce qui est du dépôt et de la sélection des dossiers, c'est un dépôt au fil de l'eau. Il n'y a pas d'appel. Il faut déposer un dossier à la NRT. Il y a à peu près 2 mois d'étude du dossier. Et il y a un comité d'évaluation et de suivi. Et il y a 2 expertises, en fait. Il y a une partie qui est vraiment l'expertise scientifique. Donc ça, c'est un expert qui évalue si le projet tient la route du point de vue scientifique. Donc ça, c'est côté doctoral, formation doctorale, etc., qui est étudié. Et puis, il y a une expertise technico-économique. Donc c'est plutôt est-ce que le projet tient la route du point de vue de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise va bien faire le travail? Est-ce qu'elle est solide? Est-ce que ça s'intègre bien dans ses objectifs? Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est ici pour vous en parler. C'est la DRARI qui s'occupe à chaque fois de regarder ce point-là, parce qu'on connaît l'environnement et on est capable de voir la jonction entre la partie scientifique, nous sommes des scientifiques, mais aussi notre connaissance de l'environnement local, plus socio-économique. Une dernière petite chose que je peux rajouter, et après je laisserai la parole à Laurent, c'est que le CIFRE a fait un petit cousin, tout récemment sorti, qui s'appelle le COFRA. Donc ça, c'est Convention de formation par la recherche en administration. Donc on a remplacé le I de l'industrie par le A de l'administration. Donc c'est un dispositif qui vient tout juste de commencer. Hein. La première vague était en 2022. L'idée, c'est que on reprend un peu l'épure du chiffre, mais on va se concentrer sur plutôt des administrations pour l'accueil plutôt que des entreprises. Alors, c'est pas tout à fait la même situation. Par exemple, ce que j'évoquais sur le CIR, les administrations n'ont pas droit. Hein, il faut avoir conscience de ça. Et puis évidemment, la gestion administrative n'est pas tout à fait la même quand on est une administration et une entreprise. Les contraintes publiques et privées ne sont pas les mêmes. Ça a commencé doucement, une dizaine en 2022, une centaine en 2023. On n'a pas encore de retour complet sur le dispositif, mais il existe. Juste pour vous donner une idée, la première salve, on a eu des sujets qui ont été portés par des juridictions financières, Cour des comptes, Chambre régionale, l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, évidemment, ça serait un peu surprenant que ça ne soit pas présent, l'administration centrale, le CNUS, mais aussi la Gendarmerie nationale et les armées. Donc c'est juste pour vous dire que déjà, alors qu'on est sur un nombre très restreint, là je vous parle d'une dizaine, on commence déjà à avoir un éventail pas si trivial. J'ai pas les éléments pour 2023 malheureusement, je les ai cherchés, je les ai pas trouvés, mais c'est juste pour vous dire que c'est une autre piste similaire et qui peut être intéressante d'explorer. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné quelques éléments de cadre un peu pratiques, et puis je vais laisser Laurent continuer dans cette voie. Merci. Merci Sébastien. C'est lui qui fait les évaluations socio-économiques, donc je propose de l'applaudir. C'est très important. Alors, c'est très difficile de parler en quatrième parce que tout a déjà été dit, c'est déjà trop long, on attend de passer à l'autre table ronde. Donc je m'étais dit comment je vais les accrocher. Est-ce que je commence par un chiffre clé ou est-ce que je commence par la réponse à que fait un gars de Martinique
en plein milieu de Strasbourg pour expliquer ce que sont les chiffres. Alors, comme tu m'as spoilé mon chiffre qui était le 80%, parce que franchement, effectivement, 80% de réussite quand on dépose une cifre, c'est-à-dire si demain vous avez posé un dossier de chiffres, vous avez 80% à 83% de chances d'être retenu, d'être financé. Il n'y a aucun autre financement. Je parle des CDU, je parle des contrats même privés avec les entreprises. Il n'y a aucun autre financement qui est, j'ai envie de dire, aussi facile à obtenir que le CIFRE. Alors, il y a certaines règles du jeu, et Sébastien en a expliqué certaines, mais le gros avantage du CIFRE, c'est surtout que toutes les règles du jeu sont sur le site de l'ANRT. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé le voir, mais tout est expliqué dans le détail, parce que c'est un dispositif qui a bientôt 30 ans, enfin qui a plus de 30 ans, hein, dans les années 80 il a été créé, et donc l'ANRT, qui est l'agence qui gère ça, elle connaît tous les cas de figure de ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc elle a déjà présenté tout ce qui marchait et surtout tout ce qu'elle attendait des dossiers qui doivent être déposés. Donc il n'y a aucun piège sur les chiffres, toutes les règles du jeu sont marquées sur le site de l'ANRT, tous les attendus sur l'organisation. Alors je me permettrai pas de corriger Sébastien, qui est le délégué, déjà qui est plus grand que moi, mais surtout qui est le délégué local et qui est donc le référent ici du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la DGRI. Donc avec beaucoup de respect, je m'adresse à lui. Il a répété beaucoup de fois le terme entreprise, mais d'emblée pour des SHS, c'est pas forcément le terme qu'il faut retenir. Bien sûr que les entreprises correspondent à environ 75% des tests chiffres qui sont signés. Mais les associations peuvent être aussi bénéficiaires. Les collectivités peuvent être aussi bénéficiaires. Et j'ai envie de vous dire, les associations et les collectivités, les gars de sciences physiques, de chimie, ça les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse la plupart du temps, ce sont des profils issus des SHS. Et donc, de ce fait-là, ça représente en termes de proportion peut-être un plus petit nombre au niveau national, mais un très grand nombre pour des proportionnellement en SHS par rapport aux entreprises. Et puis, comme il l'a dit tout à l'heure, une nouveauté, les administrations. Donc, désormais, pour aller chercher le CIFRE, vous pouvez aussi aller solliciter des administrations. Parce que l'idée, c'est que le doctorant est souvent, alors de temps en temps, le directeur de recherche ou la directrice de recherche a eu une négociation en amont et propose une offre au CIFRE. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez été voir, mais il y a des offres au CIFRE qui sont proposées. Il y a une base de données d'offres au CIFRE qui sont proposées. Bon, je vous cache pas qu'elles sont très concurrentielles. C'est un peu compliqué parfois à accéder. Il y a beaucoup de camarades qui ont eu exactement la même idée, qui ont regardé une base, qui postulent. Mais il se trouve que aller chercher le CIFRE, moi j'en ai encadré 4-5, je suis moi-même un ancien CIFRE, c'est pour vous dire que j'ai pu expérimenter tous les modes de négociation. En fait, le meilleur mode de négociation, c'est directement d'aller démarcher soit des entreprises. Alors souvent, l'argument n'est pas le même quand on va chercher une entreprise, quand on va chercher une association, quand on va chercher une collectivité ou quand on va chercher désormais une administration. Il faut ajuster son argument. Mais l'argument pour l'entreprise, c'est l'argument économique, avant tout. Parce que, comme l'a dit Sébastien, quand vous arrivez, que vous allez sonner à une porte d'entreprise et vous lui dites « je vais te coûter », alors en Martinique, c'est 2 000 € par an. Parce que le taux de CIR, le taux de crédit impôt recherche, est très élevé. Et donc, le reste à charge pour une entreprise, c'est 2 000 € par an pour avoir un gars ou une fille super diplômé qui va leur développer un projet de recherche rien que pour eux pendant 3 ans. C'est imbattable. Mais même à 8 000 € quand on est en hexagone, quand vous allez voir une entreprise, vous leur dites, moi, je vais vous coûter 8 000 € par an pour une entreprise. Non, je ne parle pas d'une association, d'une collectivité ou autre. Mais quand vous allez voir une entreprise, vous leur dites, je vais vous coûter seulement 8 000 € par an et je vais vous développer un projet de recherche qui va permettre le développement économique de votre organisation. C'est même pas le prix d'une étude dans un cabinet d'études lambda. Donc déjà, rien qu'avec cet argument-là, l'entreprise, elle va vous écouter avec beaucoup d'attention, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour moi? Et puis le deuxième argument, mais là qui vaut pour toutes les structures, entreprises, collectivités, associations ou administrations, c'est qu'en fait, vous avez, souvent c'est le principal, moi quand je suis devenu délégué, je me suis rendu compte que c'était la principale différence entre les étudiants des sciences non complexes, j'adore. Je vais le réutiliser parce que souvent je les bouche. Je fais pas de copyright. Bah non, mais génial. Merci parce que c'est ma 5e ou 6e MSH. Parce que dans chaque
région, en fait, j'essaye de faire en sorte de permettre aux chercheurs, directeurs de labo, étudiants de rencontrer l'homme le plus important des chiffres, qui est en l'occurrence à ma gauche, c'est une femme, mais là, c'est un homme. Et quand je fais ces rencontres-là, j'ai du mal à utiliser le terme, je parle de sciences, on parle de la science de la vie, sciences exactes, sciences molles, sciences dures, tout ça, je préfère. Donc si vous m'autorisez, je réutiliserai. Donc la grosse différence entre les étudiants des sciences non complexes et ceux des sciences complexes, c'est en fait la croyance en leur valeur. Quand vous arrivez, vous êtes avec un diplôme d'ingénieur en chimie et autres, vous doutez pas de votre valeur, et quand vous postulez ou vous démarchez une entreprise, vous êtes sûr de ce que vous apportez. En SHS, quand vous allez sonner aux portes des associations, des collectivités, des entreprises, la première chose que vous faites, c'est de vous excuser, de les solliciter et de leur proposer une compétence. Alors même que vous êtes hyper compétent dans votre domaine et que vous pouvez leur apporter beaucoup. Et en fait, la plupart du temps, enfin moi je l'ai vu avec mes étudiants, ils en sont déjà pas convaincus. Donc comment aller convaincre une entreprise ou une organisation quelle qu'elle soit, quand déjà soi-même on n'est pas convaincu de ce qu'on peut leur apporter et comment on peut leur apporter. Et vous avez tous, parce que je vois, on a des publics très différents. Je tiens à te le dire, Nicolas, on a introduit beaucoup d'étudiants, il se trouve, donc c'est génial parce qu'on va pouvoir leur donner des clés pour aller chercher des chiffres. Mais dans d'autres MSH, on a davantage de directeurs de labo, dans d'autres MSH, davantage d'aéropage institutionnel de l'université. Donc là, c'est génial, on peut s'adresser directement à vous pour vous expliquer comment faire. Donc n'hésitez pas déjà à constituer, à savoir qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que l'organisation en général va retirer d'un travail avec vous. Alors vous allez me dire, mais ça marche pas pour toutes les disciplines pareilles. Je vais pas être content, Nicolas, mais je vais débrancher l'ordinateur et je vais faire quelque chose que tu nous as interdit. Important. Non, mais c'est possible. Je peux. Alors j'espère que le Mac va être compatible. Attends. Ah, voilà. Alors je vous propose d'identifier deux natures de disciplines, c'est pas moi qui le veux, c'est l'ANRT qui les a classées comme ça. Je ne sais pas si ici, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont dans une de ces disciplines-là, ce qu'ils appellent les sciences dites humaines, la catégorisation qu'a proposé Sébastien aussi. Donc nous avons l'Infocom, la meilleure de toutes les disciplines, c'est pas parce que j'en suis sûr. C'est bon. Alors, l'Infocom, Sébastien ne bouge plus. Si on réfléchit, c'est top. Je sens quelque chose. Mais tu l'évalues. Oui, c'est le plus important de cette Je sais. Psychologie clinique, psychologie sociale. OK. Aménagement, espace, urbanisme. Ça, on n'en parlera pas. STAPS. Sébastien. Mais j'y peux rien. Ordinateur. Géographie, physique humaine, économique et régionale. Donc géographie plutôt. Non plus. Non, mais ouais. Sciences de l'éduc. Une. OK. Histoire et civilisation. Ah. 3. Art. Ah, pas d'art. Philosophie. Donc, pour les sciences humaines, alors on va passer à les sciences de la société après. Là, il y en a beaucoup qui n'ont pas levé la main, hein, ça m'inquiète. Seriez-vous dans les autres, en l'occurrence, sciences du langage, 1, 2, 3, épistémo, 0, lettres et littérature, 1, très bien, j'ai pas vu, et éthique et déontologie. Dites-vous déjà la bonne première nouvelle, pour ces sciences-là, on va passer aux autres sciences après, c'est que vous avez remarqué que vous êtes tous présents. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres dans toutes ces disciplines-là en France, déjà d'emblée. Donc de se dire, ma discipline ne va pas intéresser une organisation, une assoce, une collectivité, une entreprise, une administration, c'est faux d'emblée. Puisque vous êtes représenté ici. Et ça représente 17% au total des chiffres. Donc il faut y aller, parce qu'il y aura forcément une organisation qui va intéresser à votre travail. Alors, j'ai un peu peur parce qu'on va passer à l'autre slide et peut-être que dans la salle, on a des gens qui sont ni dans l'un ni dans l'autre. Alors, dans les sciences de la société, on a droit privé. Non. Bon, on a sciences de gestion. Non plus. Alors, c'est dommage parce que sciences de gestion, c'est quasiment une des sciences qui score le plus en chiffres, parce qu'évidemment, les liens avec l'entreprise sont naturellement plus faciles. Sociologie, démographie. Une socio,
Très bien. Droit public? Personne. Si, oui, pardon. Pardon. Droit public, oui. Sciences politiques? Ah, très bien. Donc vous ne voyez pas 15% des dossiers déposés sont dans ce domaine-là. Sciences politiques, oui. Et enfin, anthropologie, ethnologie. Ah, ils sourient. Ouais. Vous passez en dernier, mais vous êtes détendu. Est-ce que... Donc là, par contre, alors, mauvaise nouvelle, entre guillemets, ce n'est que 4% des dossiers. Et bon, 4% des dossiers quand même. Il n'y a aucune discipline, a priori, qui est oubliée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'autres disciplines? Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord? Et nous dire quelle discipline vous êtes. J'ai appliqué la physique, c'est une collège. D'accord, donc plutôt sciences non Ce qui dit, il y a des systèmes complexes dans la phrase. Ah oui. Je me taisais plus tout à l'heure, mais il y a aussi des physiques complexes. Tu ne te sens pas tout seul, Alexis. Et vous êtes, les autres sont aussi en... Ah. Oui, je pense qu'on l'a vu, archéologie, c'est dans... Tu l'as vu plus, quoi. Oui, histoire et civilisation, je pense que ça va rentrer là-dedans. Non, si, on avait sciences du langage pour, voilà, et anglais, espagnol, langue étrangère. Alors, pourtant, ça fait partie des, il y en a, c'est sûr, notamment sur toutes les problématiques de traduction, par exemple. Oui, il n'est pas, je trouverai le chiffre, je le donnerai à Nicolas. C'est peut-être pas dans ces statistiques-là. Là, ce sont les plus importantes. Et d'autres? Oui. Alors, agronomie, pas sciences humaines et sociales, sciences non complexes. J'ai raté une science économique. Ah si, sciences économiques, il y est. Alors, vous l'avez raté, mais c'est purement technique, c'est parce que Sébastien tire sur le fil exprès pour pas que je puisse projeter ce slide. C'était vraiment Sébastien, je suis déçu. Donc, sciences économiques, c'est un de ceux qui score le plus, avec 40%. Ce qu'il faut retenir rapidement, et j'en terminerai là, si ce n'est que j'irai dans votre sens sur les opportunités et aussi sur certaines précautions qu'il faut prendre en vous donnant la meilleure source pour aller négocier une cifre et surtout vous prévenir de ce qui peut mal se passer avec une cifre, parce que c'est comme dans toute relation tripartite, déjà que dans des relations à deux c'est compliqué, et les relations à trois c'est parfois encore plus compliqué. Bah évidemment, des fois le laboratoire peut pas bien s'entendre avec l'organisation, des fois l'organisation peut pas bien s'entendre avec le doctorant, des fois le doctorant peut pas bien s'entendre avec le labo. Bon bref, c'est un équilibre à trouver et il faudra veiller à ça. Mais juste pour finir, vous dire que toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, ont leur place dans le dispositif CIFRE et vous inviter à aller googliser alors Google n'est pas le seul moteur de recherche, mais en l'occurrence, je vous invite à googliser, faire une thèse CIFRE en SHS. Vous tapez comme ça, faire une thèse CIFRE en SHS, et il y a 4 étudiants, Ferrodi, Gaborio, Petit et Tirard, qui ont mené une enquête sur les CIFRE en SHS. C'est une enquête quantitative avec 391 répondants et qui ont fait l'état des lieux de à quel âge on obtient une CIFRE en SHS, quel type d'organisation a accueilli, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour aller au bout, quels ont été les débouchés. Plutôt parce que Sébastien dit 90% ont été pris ensuite en entreprise. Mais on peut très bien faire une carrière universitaire après le CIFRE. C'est pas forcément une carrière dans le privé ou une carrière dans l'entreprise. Il y a beaucoup de docteurs CIFRE qui sont aujourd'hui enseignants-chercheurs, professeurs d'université, maîtres de conf, conseillers, et la preuve, même délégués, même drari, vous voyez, comme quoi on peut mal terminer sans aucun souci. Donc, rassurez-vous, les CIFRE, c'est plutôt une porte ouverte, avec des précautions à prendre, mais en tout cas une grande opportunité pour les SHS, et j'espère vous en avoir un petit peu convaincu. Merci à vous. On a fait le tour, donc comment faire derrière? Est-ce qu'on fait une petite des questions-réponses ou est-ce qu'on passe à la table ronde suivante? Nicolas? Peut-être une partie de questions-réponses par rapport à vos interventions, même si
Des questions pratiques, j'imagine. Oui. Non, continuez. Alors, table ronde. Alors, allez-y. Oui, alors allez-y, puis on va passer à la dernière question. Est-ce que je vois peut-être une possibilité de la police nationale? C'est pour la vision, après je peux Oui, c'est pour la visio, oui, c'est ça. Du coup, je voudrais avoir des renseignements pour le contrat COFRA que vous avez expliqué tout à l'heure. Parce que j'aurais une possibilité, mais je ne connais pas les modalités, ni comment ça se passe, parce que j'ai regardé sur le site. Mais la campagne 2022, 2023, 2022 est finie, et je voulais savoir la suite. Alors, normalement, effectivement, ça s'est passé de façon un petit peu différente par rapport aux chiffres. Je vous dis que les chiffres, c'était au fil de l'eau. Là, comme le dispositif COFRA est en rodage, je dirais, ce qui a été plutôt privilégié, c'était effectivement de faire des appels un peu plus par vague, par année. Donc, je dois avouer que pour ce qui est de maintenant, je sais qu'il y a eu des direct. Alors, effectivement, la vague était, la vague précédente était jusqu'au 20 juin 2023. Et comme c'est un dispositif qui est expérimental, il va se renouveler là. On va avoir un nouvel appel qui va être proposé. Donc, il faut être à l'affût du calendrier, mais sans aucun doute, il va être renouvelé. Puisqu'en fait, la principale difficulté, c'était pas tant d'attribuer les bourses, puisque le taux de réussite, alors, je ne devrais pas le dire ici, mais encore supérieur à 83%. C'est-à-dire que le nombre de, je crois que c'est 90, le chiffre c'est 90% de réussite. C'est quasiment tous les joueurs gagnent. Et pour le coup, il va y avoir donc sûrement un nouvel appel avec une deadline. Et l'année dernière, c'était 20 juin 2023. Donc, la très très grande probabilité, on n'a pas d'informations spécifiques, mais dans ce genre de situation, vous devez vous attendre à ce que ce soit à la même période de l'année, avec l'idée que les conventions, idéalement, sont signées à la rentrée, quand ça se passe bien. Et puis, mais évidemment, il y a un peu de décalage, c'est-à-dire que toutes les conventions ne vont pas être signées au même moment, parce qu'il y a évidemment des cas où il y a besoin de préciser certains éléments, donc l'acceptation se fait rapidement, mais il y a quand même toujours un peu de discussion. Donc c'est très probablement ce calendrier-là, mais on n'a pas les éléments spécifiques. Voilà. C'est pour la rentrée, ça vise toujours la rentrée. Ouais, ils essayent, évidemment, autant que faire se peut, de se caler sur un calendrier universitaire quand on est dans cette situation-là. Après, comme je l'ai répété, même si ça ne répond pas à votre question, pour les chiffres, on est sur le fil de l'eau, donc là, par contre, il y a beaucoup plus de flexibilité. Donc on passe à la deuxième table. Alors, bonjour à tous. Donc on va enchaîner après avoir vu, on va dire une version un peu plus générale et politique de la chose. On va essayer de rentrer un peu dans le concret avec des retours d'expérience et voilà un peu comment ça se passe. Donc comme a dit Monsieur Pénin, on va essayer de pas faire que dire du bien des chiffres, parce que les chiffres, effectivement, c'est pas toujours si simple que ça. Juste un mot avant de commencer. Donc, je m'appelle Elliot Chris, je suis chargé d'affaires à la SAT Connectus. Donc, en un mot, pour le contexte, la SAT Connectus, fait partie des 12 SAT qui existent en France et qui ont été créés par l'État français il y a une dizaine d'années et qui mettent en relation, le but c'est de faire le lien entre les labos et les partenaires socio-économiques, donc le monde de l'entreprise et pas que, on l'aura compris. Donc voilà, donc il y a toutes ces SAT réparties sur le territoire français et la SAT Connectus, c'est la plus petite des SAT vu qu'on ne couvre que l'Alsace, tandis que par exemple on a West-Valo qui couvre la Bretagne, le Pays de Loire et même un bout de la Normandie. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on est une petite SAT, mais ça veut dire qu'on est plus puissant. On va dire ça comme ça. Donc en un mot, on fait ce qu'on appelle de la valorisation toutes les SAT de France font de la valorisation de la recherche. Et donc en fait, on a parlé de TRL tout à l'heure. En fait, on essaye d'investir sur les fonds propres pour pousser une technologie, pour maturer une technologie, pour pouvoir ensuite la pousser sur le marché.
Donc on est une société privée, mais avec uniquement d'actionnariat public, c'est-à-dire que nos actionnaires, c'est donc l'Université de Strasbourg, le CNRS, l'INSERM, l'INSA, l'ENGES, j'en ai certainement oublié un, bon bref. L'UHA, ah oui, bien sûr, évidemment l'UHA, parce qu'on couvre toute l'Alsace. Voilà, et on fait de la valorisation, mais aussi l'Université de Strasbourg nous a délégué la gestion des contrats de recherche industrielle pour tous les labos qui sont en gestion universitaire, et donc tous les contrats industriels, mais également toutes les tests chiffres qui, on l'aura bien compris, et notamment SHS, sont également souvent avec des acteurs socio-économiques, des associations, des collectivités territoriales, même des ONG, enfin tout est possible. Ah bon, l'UHA aussi. Oui, l'UHA, oui, j'oublie l'UHA parce qu'on est ici à l'Université de Strasbourg, mais effectivement, c'est exactement le même schéma, l'UHA et à c'est la maison interuniversitaire d'Alsace. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des labos de l'UHA ici. Tout à fait, dans les périmètres des 30 unités. Voilà. Désolé. Tout à fait. Donc, du coup, nous, on a la charge de la mise en place. Donc, vous l'avez compris, comme ces messieurs de la DRARI l'ont expliqué, la thèse chiffre, c'est 3 contrats. C'est donc un contrat de travail entre l'entreprise et le ou la doctorante, un contrat entre l'entreprise et la NRT qui subventionne, et un contrat de collaboration entre le laboratoire et le partenaire socio-économique. Donc c'est nous, à la salle Collectus, qui gérons ces contrats-là, qui sont parfois un peu complexes à mettre en place du fait de plein de facteurs différents. Donc c'est de ça dont va-t-on parler aujourd'hui. Peut-être est-ce qu'on fait peut-être un petit tour de table pour se présenter. Je vais poser quelques questions, mais enfin pour que vous n'hésitez pas à interagir si vous avez des choses à dire. Donc peut-être un petit tour de présentation. Je suis Mélanie Schmitt, je suis à cette table parce que je suis professeure de droit social et que j'ai dirigé une thèse CIFRE et je viens de commencer la direction d'une nouvelle thèse CIFRE depuis quelques mois. Je suis aussi directrice de mon laboratoire de recherche, le MRDRES, et co-responsable d'un outil. Voilà. Bonsoir, moi je suis Nilou Isoleta et je suis en thèse CIFRE. Alors mon labo est ici à Strasbourg et ma collectivité, parce que c'est à Bordeaux Métropole, et donc à Bordeaux. Donc je fais le voyage entre les deux. Quelle année c'est Pardon ? Quelle année deuxième année sur sa fin, là, qui touche sa fin. Bonsoir, je suis Louise Burla, thésard CIFRE en économie et à la région Grand Est en économie du travail. Je démarre ma 3e année. Je pense que c'est pas mal. Bonsoir, Marie Meyer, je suis doctorante à l'Université de Haute-Alsace, donc en dernière année de CIFRE aussi, moi je finis dans moins de 2 mois. Voilà ma thèse CIFRE. Et je suis dans une association d'aide aux personnes âgées sur l'Aure. Bonsoir, Mélanie Chimie, donc professeur en sciences de l'éducation et de la formation, et je dirige encore 2 thèses CIFRE en ce moment. Donc voilà. On dirait plus. Ouais, c'était juste pour avoir une petite idée. Donc voilà, on a un panel donc, de 3 doctorants qui sont déjà un petit peu au moins à leur 2e année, qui commencent à avoir un tout petit peu de recul déjà sur leur thèse, et 2 directeurs de thèse qui ont un peu aussi d'expérience. Voilà. Donc on va peut-être commencer un peu sur le déroulé. En fait, la thèse CIFRE, c'est compliqué à mettre en place, on l'aura compris. Surtout de ma propre expérience, effectivement à SHS, on a souvent des profils où c'est plutôt les doctorants ou les doctorants bien sûr qui portent les projets et qui en fait souvent sont un peu livrés à eux-mêmes, sont un peu livrés dans la bataille en disant débrouille-toi pour mettre en place le contrat de thèse, et on sait pas toujours
quel est le bon interlocuteur, qu'est-ce qu'il va mettre en place, notamment ce fameux contrat de collaboration dont on parle, qui nous concerne nous au quotidien, qu'il faut absolument mettre en place, et que des fois on a des choses qui nous arrivent très tard, genre il nous a déjà arrivé des contrats qu'il faut mettre en place 2 ans déjà après le début de la thèse, et donc pour rattraper tout ça, pour mettre tout ça en place, ça peut être un peu compliqué. Donc je vais peut-être commencer par Lou. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment c'est venu l'idée de faire une thèse CIFRE, et comment tu as trouvé ton partenaire, enfin donc la collectivité à Bordeaux, en lien avec le labo. Je sais pas, je te laisse un peu raconter. Ouais. Alors, comment ça a commencé? Donc, moi, je suis psychologue sociale, et donc, pour obtenir le titre de psychologue, en dernière année de master, on doit faire un stage assez conséquent. Ce stage-là, je l'ai fait à Bordeaux Métropole, dans le même service où je suis actuellement, qui est la mission Égalité et Innovation Sociale. Donc, c'est un stage qui doit durer près d'un an. Donc, on s'implémente vraiment dans une entreprise, dans une collectivité à ce moment-là. On crée des liens, et c'est très, très, très important pour notre professionnalisation. Et à l'époque, ma tutrice de stage voulait me garder et n'avait pas les moyens. C'est dans ce type des collectivités territoriales, ce genre de choses, c'est très encadré. On peut pas ouvrir des postes n'importe comment. Ça passe par des conseils d'élus, etc. Donc c'est presque impossible. Et du coup, c'est elle qui en premier m'a dit, on a peut-être cette possibilité de faire ce type de contrat. Alors ça, c'est pareil. Donc nous, à Bordeaux Métropole, mais c'est différent selon les collectivités. Il y a eu un accord qui a été donné à un moment de 3 doctorantes en même temps, 3 contrats CIFRE en même temps. Donc il faut qu'il y en ait un qui est fini pour qu'un autre revienne. Donc on a dû attendre qu'une place se libère pour proposer le projet à Bordeaux Métropole. Et donc en fait, dès lors que ma tutrice de stage à l'époque me dit il y a cette possibilité-là, on a co-construit ce projet. Donc moi j'étais à l'écoute des besoins de la mission, du service, de Bordeaux Métropole de manière générale. Elle, à la base, elle voulait que je travaille sur un sujet sur lequel je ne travaille pas maintenant. Elle voulait que je travaille sur la budgétisation sensible aux genre. Je suis psychologue. C'était un peu éloigné, mais bon, tout est possible. Et comme Bordeaux Métropole, sa compétence principale, c'est l'aménagement et la valorisation des espaces publics, de la voirie, ce genre de choses, et qu'on est à la mission égalité et innovation sociale, lutte contre les discriminations, diversité, etc. Je vais proposer un projet sur l'égalité et la diversité dans les espaces publics métropolitains. Elle a donné son go immédiatement. Donc là, il y a toute une phase très agréable et très longue où, du coup, elle me dit oui, je pitch le projet à notre directrice. La directrice donne le go, du coup, il faut pitcher le projet à son directeur à elle, et etc., etc. Et là, c'est pour ça, si vous êtes intéressé, c'est pour ça que je le dis, c'est que si vous êtes intéressé par les collectivités ou ce genre d'organisme de fonction publique, c'est long, mais c'est long. Oh là là, ça a pris des mois pour obtenir la signature du directeur et du directeur de directeur et du directeur général des services et du président. Et après, à chaque fois, on pensait que c'était fini. Et après, oh non, faut que ça passe en conseil des élus. C'était interminable. Et si je me permets de le dire, c'est parce que ça peut être très précarisant, en fait. Parce que à ce moment-là, on peut se dire, ok, je suis en sortie d'études, je suis en sortie de master, j'ai mon prochain boulot qui m'attend, dans 2 mois, je suis embauchée, je suis payée. Pas du tout. Et du coup, j'ai plus le calendrier exact, mais entre le premier moment où j'ai pitché le vrai projet que j'avais bâti, donc pas encore le temps où j'ai bâti mon projet, mais où j'ai pitché à la directrice mon projet de thèse qui était bien ficelé, et le moment où je suis arrivée à Bordeaux Métropole pour mon premier jour, il y a eu plus d'1 an. Et encore, j'ai eu de la chance parce que la NRT a mis 2 mois, il me semble, ou 3 mois à accepter mon dossier. Donc, j'ai un copain, ça a mis 8 mois, un autre copain, ça a mis 6 mois, donc j'ai l'impression que les délais ont été sérieusement réduits, donc c'est très bien. Mais
Enfin, ça, c'est aussi un facteur où on est très incertain, on ne sait pas, et il n'y a pas beaucoup de communication, c'est assez obscur, et on sait, enfin, moi en tout cas, personne n'a été capable de me dire, voici les étapes, ça va prendre tant de temps, donc peut-être qu'il serait bien que tu peux créer un nouveau contrat. Par exemple, ma tutrice à l'époque, elle m'avait dit, ça se trouve, le mois prochain, t'es dans nos locaux. Oui, donc, donc voilà. Et si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, non, mais, alors je vous rassure, alors, les collectivités et effectivement les grosses institutions, il faut que ça passe en commission, etc. C'est toujours extrêmement compliqué. Même avec des grosses entreprises, ça peut être extrêmement compliqué aussi, hein. Et ça peut prendre beaucoup de temps, également. Donc, voilà. C'est vrai que surtout quand on sort d'un master, que du coup, on n'a pas d'emploi, on n'a pas de chômage ou ce genre de choses, c'est un peu compliqué, c'est effectivement très précarisant. Et c'est vrai que la NRT, des fois, ça peut être un peu des boîtes noires. Alors, c'est vrai que les délais peuvent être un peu longs, mais il y a eu du retard pendant le Covid. Et je dois avouer que maintenant, à la pratique, ça s'est beaucoup resserré, et maintenant, on est vraiment sur 2 mois à peu près, si je dis pas de bêtises. C'est encore là, oui, effectivement. Il y a eu une période où il y a eu effectivement des retards importants, c'est tout à fait correct. Post-Covid, notamment. Voilà. Et il y a eu un travail qui a été fait pour raccourcir. Donc, tout n'est pas rose, mais ça s'est nettement amélioré, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné compliqué. Oui, il y a eu un moment compliqué. Ça, c'est vrai que ça s'est un peu arrangé, donc voilà. Moi, j'avais une autre question par rapport à cette thèse, c'est, quelle connexion avec Strasbourg? Parce que Bordeaux-Strasbourg, c'est pas la porte à côté. Quelle connexion et pourquoi Strasbourg? Comment le lien s'est fait en fait finalement entre la collectivité de Bordeaux, donc j'ai bien compris que vous étiez déjà là-bas pendant le master, et pourquoi Strasbourg? Enfin. Et tout simplement parce que j'ai 2 directions de thèse, mais mon directeur de thèse principal, il est affilié à SAGE à Strasbourg, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et ma seconde directrice, elle est émérite à Bordeaux, et comme elle est émérite, elle pouvait pas encadrer, je pouvais pas être affiliée à ce laboratoire. Donc c'est tout simplement pour cette raison-là. Mais comment vous avez fait la connaissance de la directrice de thèse? Alors, en fait, donc moi, ce que je fais, c'est la psychologie sociale et la psychologie environnementale. Il n'y a pas full non plus en France. Donc là, je me suis rapprochée de mon directeur de thèse pour ses travaux. Et c'était les travaux qui me plaisaient le plus, dans lesquels je me reconnaissais le plus, et c'est ça qui a orienté mon choix en fait. Et après, et c'est ça que je voulais dire. Et après, quand on bâtit le contrat, qu'on sait qu'on a été accepté par la NRT, que tout se profile très bien, on négocie. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est très important de bâtir cette bonne relation partenariale avec la direction de thèse et l'entreprise, les faire se rencontrer, etc. Et moi, en l'occurrence, parce que souvent, je sais que c'est ton cas aussi, on est amené à bouger. Les laboratoires moi, je sais que la plupart des CIFRE que je connais n'ont pas leur laboratoire et leur entreprise dans la même ville. On est amené à se déplacer et là, moi, j'étais très bien conseillée, notamment par SATS, qui m'a dit l'entreprise prend ça en charge. Et si moi, j'avais pas été force de négociation à ce moment-là, ça me serait passé sous le nez. Et là, c'est l'entreprise, c'est la collectivité qui paye mes déplacements pour venir. Donc tout ça, ça se négocie. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que donc c'est très intéressant parce que nous à la salle collectus on gère toutes les thèses CIFRE, donc effectivement il y a quand même une majorité en sciences, je sais plus comment on va dire maintenant, en sciences non complexes, dures, bref, en sciences exactes, je sais pas, où vraiment c'est le laboratoire qui porte le projet. Et ensuite essaye de trouver un doctorant qui pourrait coller. Et vraiment, en sciences économiques et sociales, on a vraiment cet effet inverse, où c'est souvent le ou la doctorante qui va porter le projet et qui va emmener quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc, n'hésitez pas à réagir si vous avez des choses à rajouter sur quelque chose. Je vais aussi. Donc là, on voit bien que le projet a été porté par Lou. Je vais me tourner vers Mélanie Schmitt et demander est-ce que
c'est aussi comme ça que c'est arrivé les tests CIFRE dans votre laboratoire? Est-ce que c'est également par le biais des doctorants, ou alors il y a eu aussi des contacts avec des acteurs socio-économiques qui ont permis de mettre en place ce genre de contraintes? Alors, me concernant, dans les deux cas, c'est la doctorante en sortie de Master 2 qui, pour les deux, en fait, on réalisait un stage. Et c'est le stage en structure qui leur a donné envie de poursuivre en thèse, mais pas de viser une carrière académique. Et donc, très clairement, la seule possibilité que je connais moi et qui était praticable en l'occurrence, c'était la thèse CIFRE. Donc la première, qui était ma première doctorante en outre, a réalisé sa thèse CIFRE dans la même structure que dans laquelle elle avait réalisé son stage, qui était un syndicat, donc, en gros l'équivalent d'une association, très peu de moyens. Et donc la seule possibilité de la garder dans la structure, de l'accueillir dans la structure pour une vraie thèse CIFRE, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin de recherche de la part de la structure qui correspondait à ce que la doctorante voulait faire. Et donc la seule possibilité, dans l'impossibilité de créer un poste pour des raisons budgétaires, financières, c'était d'obtenir une thèse CIFRE. Et voilà, donc c'est une démarche qui s'est faite ensuite sur la volonté d'abord sur la volonté de l'étudiante, de mes doctorantes, et le sujet de thèse ensuite a été co-construit donc à 3. Pour la seconde, c'était le même cas, un stage qui a déclenché l'envie de faire de la recherche, mais quand même une recherche qui est plus concrète, plus utile qu'une recherche dans les livres. Et donc là, on est carrément parti sur une thèse en droit sociaux, enfin de la recherche-action. Et là, la chose importante là que je tiens à dire, c'est que cette seconde donc étudiante alors en une semaine, elle a trouvé une offre de thèse CIFRE. En quelques jours, elle a trouvé une offre de thèse CIFRE sur Internet, je sais même pas sur quel site. Elle me dit ça correspond exactement à ce que je veux faire. Une offre de thèse CIFRE, c'est-à-dire il faut présenter un projet qui pourra éventuellement être retenu ou pas. Et donc elle est allée jusqu'au bout du processus et son projet a séduit l'ONG. Là, c'est une association, donc un réseau d'ONG. Elle est allée au bout et c'est un réseau d'ONG qui a l'habitude de recruter des contrats CIFRE. Donc très clairement, il y a des structures qui fonctionnent avec des apprentis, des stagiaires, des doctorants. Faire très attention à ça parce que ça peut arriver que le temps de travail n'est pas toujours consacré à la thèse. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. L'avantage de cette thèse qu'elle a présentée, seconde doctorante, c'est que son ONG est à l'étude. Donc là, a priori, tout ce qu'elle va faire dans l'ONG sera utile pour sa recherche. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est que des fois les entreprises ou les associations prennent les doctorants en thèse CIFRE comme entre guillemets de la main-d'œuvre pas trop chère. Et les doctorants se retrouvent notamment dans leur première année de thèse quand ils sont au sein de l'entreprise à faire un peu tout sauf pourquoi ils avaient été recrutés. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand même assez régulièrement. Même ça nous remonte nous à la SAS. Du coup, je sais pas comment vous avez géré du point de vue de la direction du labo, comment vous avez géré la relation avec les partenaires qu'on vous a un peu amené du coup, comment on crée une relation et comment on garde une bonne relation pour faire une thèse CIFRE. S'il y a eu des difficultés, il faut pas hésiter à le dire aussi parce que ça arrive souvent. Oui, alors j'ai eu à gérer des difficultés de thèse CIFRE que je ne dirigeais pas. Donc là, très récemment, je suis directrice depuis quelques mois donc du labo. J'ai découvert des problématiques qu'il y avait pu y avoir alors que j'étais pas du tout à la direction. Donc, mais pour les thèses que j'ai dirigées, j'ai jamais eu aucun problème parce que je pense que les structures ne sont pas à but lucratif. Donc que ce soit des syndicats
ou des ONG, des associations. Elles n'ont pas de but lucratif. Donc voilà, elles ont un intérêt évidemment à avoir des personnes qui sont voilà, en contrat avec elles. Par contre, l'objectif premier, c'est pas celui d'avoir de la main d'œuvre pas chère. Il y a un objectif qui est social derrière dans les deux cas. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté moi d'entrer dans ce système de test chiffre. Parce que j'avais un lien avec, privilégié avec le premier encadrant en structure qui avait été le responsable de stage. Donc je le connaissais déjà, donc j'avais 100% de confiance en lui. Et là pour l'association, ça a été un peu différent parce que je les connaissais pas. Et avec les échanges qu'on a pu avoir, un lien de confiance s'est installé. Bon, j'ai appris après que le tuteur en structure ne serait pas celui qui avait été initialement désigné. Donc bon, mais j'ai pu lui parler. Donc mais dans tous les cas, une fois que donc l'inscription en thèse doit être faite pour faire la demande en thèse cible. Donc ça, c'est quand même très compliqué. Moi, je sais pas comment ça peut fonctionner d'attendre un an. Il faut être inscrit à l'école doctorale pour faire une demande en thèse chiffre. Si on attend 8 mois ou 9 mois, franchement, c'est très problématique. Ma casquette de directrice de labo, on se fait taper sur les doigts parce que les thèses sont trop longues. Donc, il y a quelque chose qu'il faudrait améliorer. De la même manière, la négociation sur la dotation, parce qu'on a demandé à un syndicat qui n'a pas d'argent pour recruter, ou une association qui a déjà pas d'argent pour recruter et qui passe par une thèse cible, elle va pas donner 10 000 euros, quoi. Donc ça c'est très problématique, d'autant que la négociation elle n'est pas aussi simple, parce que si la structure ne peut pas aller au-delà d'un montant, c'est ou vous signez ou alors on arrête tout. Non, on n'arrête pas tout, quoi. Il y a une doctorante qui est là, donc on est obligé de baisser les prétentions du labo. Donc le labo ne se fait pas d'argent sur une thèse. Là, c'est en tout cas pas dans mon domaine. Malgré ce qu'ils peuvent croire certains partenaires des fois, mais voilà. C'est vrai que ça, c'est une problématique, c'est-à-dire que, donc, du coup, pour chaque assise, il faut ce contrat de collaboration, et l'université de Strasbourg refuse de signer des contrats de collaboration sans flux financier. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument prévoir un budget pour ce contrat de collaboration, et ça, c'est le problème, notamment quand on récupère des thèses un peu tard, qui ont déjà un peu commencé, donc l'association, le partenaire a déjà budgétisé sa thèse et se retrouve à devoir sortir de l'argent qu'il n'avait pas prévu, et que comprendre, personne n'aime sortir de l'argent quand c'est pas prévu, et ça peut poser des difficultés. Donc c'est assez intéressant de voir comment la mise en place, mais aussi après le suivi. Je vais me tourner un peu vers Héloïse. Qui du coup aussi je sais parce que j'ai suivi son dossier qui est parfois très compliqué, mais voilà, c'est comme ça, la science, comme je dis souvent, on sait comment ça commence, on sait pas trop comment ça termine, c'est ça qui en fait la beauté. Comment garder aussi du coup une bonne relation une fois qu'on a réussi à démarrer la thèse, comment réussir à garder une bonne relation entre le labo, le partenaire, comment gérer son temps, et quels sont au fil de l'eau, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, et comment gérer tout ça, parce que je pense que des fois on est un peu tiraillé entre les deux, et qu'il faut savoir gérer tout ça, quoi. Oui, c'est un petit peu le choc des cultures, même si pour autant je parle de mon expérience en collectivité, donc c'est pas non plus le grand choc avec l'entreprise. Effectivement, il y a un but derrière lucratif, mais il n'empêche. Je pense que ça commence dès le départ avec la préparation, avant même de se lancer dans les dossiers ANRT, etc., dans la seule présentation en fait du projet de thèse aux partenaires. Moi, dans mon cas, c'était un petit peu le même cas que toi avant, c'est-à-dire que j'avais fait ma dernière année de master en apprentissage à la région, qui me connaissait bien, et c'est quelque chose dont j'avais beaucoup discuté avant, ce qui a permis d'accélérer les démarches. Est-ce que du coup, il faut leur expliquer, c'est quoi une thèse concrètement, parce que eux, ils sont souvent à des années-lumière de ce que c'est.
que dans notre cas, par exemple, en économie, souvent, c'est faire des articles scientifiques, c'est que c'est en 3 parties. Donc, il va falloir définir 3 sujets qui vont les intéresser, mais il faut aussi que ça intéresse le monde académique. Enfin, expliquer à peu près tout ce contexte-là et que du coup, le sujet ait autant un sens pour eux que pour nous en tant que doctorants, et vraiment bien le vérifier. Pas que ce soit un oui sur le moment et puis qu'un an plus tard on dise j'avais pas vu ça comme ça. Il y a aussi tout un enjeu autour des données dans certains cas. Je sais que nous en économie on travaille beaucoup, on a besoin de données pour faire de la modélisation, etc. Donc il faut bien vérifier qu'on aura accès aux données, comment ça se passe. Et en plus, alors, ça se déborde encore de ça, mais avec les lois RGPD, etc., les choses se compliquent, ça devient payant d'accéder aux données avec des histoires de CSD, etc. Donc c'est joyeux bazar. Donc il faut avoir ça avant, que tout le monde soit OK, et tout le monde, j'entends par là à la fois la structure, donc pas seulement le responsable scientifique, parce que pour ma part, mon responsable scientifique n'est pas mon responsable hiérarchique, donc il faut que toute la chaîne de production soit au courant, que le doctorant soit bien au courant dans quoi il se lance aussi, parce que c'est beaucoup d'administratif, et puis que le laboratoire soit également au courant dans quoi il se lance. Parce que quand je parlais des données, par exemple, il a fallu dans mon cas que ma directrice de thèse se fasse responsable scientifique de ces données-là qui appartenaient à la région. Enfin, c'était vraiment quelque chose qu'il faut bien discuter en amont. L'autre condition qui a été évoquée avant, c'est les conditions financières, parce que forcément la structure est super contente de vous avoir en tant que doctorant pour faire de la recherche sur un sujet, c'est chouette. Mais vous, en tant que chercheur, il faut que vous valorisiez cette recherche-là, donc il faut que vous alliez en conférence, en colloque, vous allez être invité à droite et à gauche, et ça coûte de l'argent, c'est cher. Et du coup, il faut absolument le budgétiser ça avant. Il faut pas être timide. Faut pas non plus demander des sommes folles, surtout dans le cas de structures qui sont petites, parce que là, vous allez passer un mauvais quart d'heure, je pense. Mais en étant réaliste, voilà, il faut quand même avoir un budget qui soit confortable pour que vous puissiez un petit peu bouger, et pas seulement que vous puissiez faire une toute petite conférence une fois dans l'année. Il faut que vous soyez quand même un minimum à l'aise. Et puis pareil, dans ce que j'expliquais avant, il faut prévoir si vous avez des données qu'il faut acheter, voilà, c'est pareil, c'est dans ce budget-là aussi que ça rentre. Il faut prévoir tout ça. Donc bien se préparer au niveau de ce contrat de collaboration avant, et pas que ça se fasse dans la précipitation de la signature. Donc bien sensibiliser tout le monde là-dessus, et sensibiliser aussi au niveau du temps passé, parce que c'est pareil, c'est pas juste un accord oral de dire ah oui moi ça me va, tu sois là de temps en temps, puis qu'un jour ou deux dans la semaine comme ça tu es au laboratoire. Il faut que ce soit écrit. Nous dans notre cas, c'est une région, c'est une grosse structure, on a un logiciel RH où on met vraiment les jours école, qui est considéré en fait finalement comme un petit peu des alternants, et puis des jours ensuite dans la structure. Et ça c'est très appréciable parce qu'il n'y a pas de discussion sur quand est-ce que je suis là ou pas là, c'est vraiment écrit, déterminé dans l'année, il y a le planning qui est carré là-dessus. Alors il faut un peu de flexibilité bien sûr, parce que quand on doit partir, je sais pas, en école d'été ou en conférence, parfois ça déborde, donc il faut que tout le monde soit OK. Et au niveau de la structure, il faut aussi que vous soyez un petit peu flexible pour être là s'il y a besoin de vous à certains moments. Mais je pense que c'est quand même bien qu'il n'y ait pas de discussion là-dessus au final, et que ce soit très cadré. Il faut prévoir des temps d'échange aussi entre le directeur et puis le responsable scientifique, voire moi, dans mon cas aussi ma responsable hiérarchique qui est aussi très impliquée, pour que les gens déjà se connaissent, qu'il n'y ait pas de surprise sur des noms de mail, quand même un minimum. Voilà, qu'on sache un petit peu le sujet des uns et des autres, l'explication de comment ça marche, ça c'est important. Et c'est aussi important pour des choses auxquelles on pense pas sur le moment, mais par exemple, ça va être au niveau de la confidentialité des résultats. Parce que je sais que dans mon cas, je vais évaluer une politique publique, peut-être que les résultats vont être négatifs, et qu'est-ce qui se passe si la région n'est pas très d'accord que je diffuse des résultats négatifs. Voilà. Donc c'est des choses auxquelles sur le moment, on est juste super content d'avoir trouvé un financement de thèse, sur en plus un sujet qui nous plaît, l'environnement a l'air top, on connaît bien ses collègues, mais c'est des choses qui peuvent être très handicapantes si finalement on le gère pas en amont. Et aussi, je me suis frottée à ça assez récemment, c'est tout bête, mais c'est l'histoire de la langue, parce que nous on publie en anglais. Alors mes collègues, si je leur parle en anglais, ils ne vont pas me comprendre. Et donc ça veut dire qu'il faut prévoir tout aussi des présentations en français, vulgariser aussi sa recherche, parce que c'est autant important, quand même votre employeur c'est lui qui vous nourrit, donc c'est quand même bien qu'il comprenne ce que vous faites, c'est mieux. Voilà, donc il faut que ça aille dans les deux sens. Vous avez une double casquette, que je trouve d'ailleurs très intéressante, parce qu'on peut avoir
on peut pas entendre, mais on va dire que c'est sous-entendu qu'une thèse CIFRE, vu que c'est très appliqué, c'est peut-être pas aussi bien intellectuel, théorique qu'une thèse qui va être financée de manière classique en laboratoire. Je trouve que c'est faux parce que finalement, quand on regarde l'insertion derrière, le 5 grade du MCF est parfois compliqué à atteindre et on se retrouve parfois à bosser en institution, à faire quand même de la recherche en institution. Et c'est un vrai plus que d'avoir fait une thèse CIFRE parce que les dérouages qu'on comprend mieux, on a eu une notion, mine de rien, de produire des choses, parce que même si on a 100% sur sa thèse, ça c'est la théorie, la réalité c'est qu'en fait, votre employeur, et c'est normal, va vous demander quand même des tâches qui sont, on l'espère, en lien avec votre thèse, mais qui seront pas, vous n'avez pas publié vos travaux dessus. Mais il n'empêche que c'est quand même important, et même pour vous sur l'intégration de l'équipe, parce que finalement, si vous êtes dans votre bureau, faire vos trucs dans un coin et vous discutez avec personne et que vous interagissez juste et dire bonjour, au revoir aux réunions de service, ça va pas être non plus un bon moment pour vous pendant ces 3 ans. Donc voilà, je pense que j'ai largement dépassé le cas de la réponse. C'était très intéressant, c'est sur le budget de thèse, donc dans le contrat de collaboration qu'on met en place. Héloïse, elle a cas de figure assez particulier parce que c'est la dernière fois où c'est le partenaire qui m'a contacté pour rajouter du budget sur la thèse. Bon, ça se fait quand même pas tous les jours. Il faut faire un vrai travail de lobbying. Ouais, je pense que là, il faut lui demander. Je pense que là, vraiment, elle a été particulièrement forte là-dessus. Non, c'est juste justement pour cette histoire d'achat de données, parce que ça, mais c'est encore un autre sujet que la thèse CIFRE, mais c'est cher les données, voilà, c'est ça, on faut juste retenir ça, c'est très cher. Et c'est juste aussi que ça montre aussi des fois le conflit qu'il peut y avoir quand il y a deux mondes qui se rencontrent, donc entre le monde socio-économique et la recherche publique, qui n'ont pas du tout les mêmes prérogatives. Et c'est pour ça, juste encore un mot sur le budget aussi, c'est ce budget qu'on demande pour l'Euro, ça permet aussi que toute la partie recherche sur la thèse CIFRE soit vraiment mise en avant, et notamment ce qu'on a parlé, c'est participer à des conférences et ce genre de choses, publier aussi, parce que des fois il faut publier, ça coûte de l'argent, et c'est de l'argent que l'entreprise a pas forcément envie de mettre, donc c'est pour ça qu'on essaie de sécuriser ça pour pour que on n'ait pas de problématiques plus tard, qu'il y ait du budget pour ça, pour aussi la soutenance de thèse aussi. Soutenance de thèse, ça coûte de l'argent, il faut inviter des directeurs il faut inviter des évaluateurs pour la thèse, on les fait venir, on les vient parfois de l'étranger, il faut leur payer, une chambre d'hôtel, éventuellement un petit restaurant quand même, et puis voilà. Donc, c'est assez intéressant. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Juste une dernière, et je pense que ça ira parfaitement avec la suite, qu'on n'a pas du tout évoqué depuis le départ, c'est que le financement CIFRE, c'est uniquement 3 ans. Et nous, en économie, je sais pas pour les autres disciplines, nous, c'est quand même souvent 4 ans plus tôt. Et donc, un des gros enjeux, je pense, qui a soulevé que j'ai pas du tout entendu depuis le départ, c'est qui sera évoqué tout à l'heure. C'est la 4e année. Et ça va être super intéressant. On va passer à Emmanuel Trilly, qui est donc professeur émérite, c'est ça? Oui, émérite. Voilà, donc qui a eu l'occasion d'encadrer quand même quelques thèses lors de sa carrière, et notamment 4 thèses CIFRE. Voilà, ce qui quand même dans le milieu des sciences sociales, c'est quand même pas mal pour une carrière. Et du coup, j'aimerais bien avoir votre avis. Comment vous avez vu peut-être la différence d'encadrement entre une thèse classique et une thèse CIFRE? Quelles sont les différences et les difficultés que vous avez peut-être eu aussi à gérer éventuellement par rapport à une thèse plus classique? Recentrée. Il faut dire clairement qu'il y a des différences. C'est très important. Même si ça, c'est pas si évident que ça au départ, mais je dirais que les différences, c'est d'abord sur l'orientation de l'objet de la thèse, parce que certains appellent le sujet de la thèse, c'est le chercheur. Un objet, c'est ce sur quoi il travaille. Ce sur quoi il travaille, l'objet, et donc la question de recherche, effectivement, c'est quelque chose qui évidemment correspond d'abord aux besoins ou à la demande, je préfère dire la demande de l'entreprise d'accueil, on va dire. Mais qui évidemment doit être repris, réinterprété par la recherche. Et là-dessus, c'est pas si évident, mais je dirais que la manière dont l'entreprise conçoit
la question de recherche et la manière dont les chercheurs et la doctorante, disons, l'interprète, peut parfois diverger de façon assez sensible. Hein, dans les 4 thèses chiffres que j'ai dirigées ou co-dirigées, la question elle s'est posée assez régulièrement. Hein. Deuxième point, alors il a déjà été très bien soulevé par les collègues, les personnes en chiffres, c'est la question de l'accès aux données. Hein, alors bon, là il y a l'aspect payant, mais bon, dans mon cas c'était pas payant, mais d'abord effectivement, ça a été dit par les collègues tout à l'heure, l'avantage principal pour la recherche des chiffres, c'est l'accès aux données. On y va presque pour ça, je dirais, à la limite. On va sur le terrain. On y est. Hein. Donc, mais accéder aux données, après, une fois qu'on est dans la classe, c'est pas si simple que ça. Et donc, souvent, le doctorant, la doctorante se trouve coincé, le directeur aussi, quand il s'agit d'interroger certains publics qui ne sont pas forcément le public qui intéresse, entre guillemets, l'entreprise d'accueil. Ou des personnes qui ont une responsabilité particulière dans l'entreprise, mais qu'on voudrait pas forcément, voir figurer dans le panel des personnes enquêtées dans une démarche qualitative bien connue. Donc voilà. Donc c'est pas l'accès aux données, c'est pas si simple que ça, en dehors de l'aspect financier qu'il y en a mais c'est quand même une question disons, à laquelle il faut être attentif quand on est directeur de thèse chiffres. Et puis, il y a, effectivement, ça a été aussi dit, la question de la production et la diffusion des résultats. On est au-delà, peut-être, que dans les entreprises industrielles, des propriétés de la recherche, mais quand même, la question, c'est plutôt la question de diffuser des résultats qui sont pas forcément, et là j'ai une thèse en chiffres, le collègue, si je puis dire, chercheur, donc est vraiment très embêté parce que il soulève des lièvres absolument à ne plus finir en sortant, dans l'entreprise, je ne citerai pas évidemment, d'énormes entreprises nationales en réseau comme ça, mais une entreprise en statut d'une fondation, une association d'un genre un peu particulier, et mais qui effectivement en soulevant les lièvres montre que donc la question se posera tôt ou tard de savoir comment il va en fait littéralement rédiger sa thèse, quoi. Alors il a déjà commencé bien sûr, mais dans toute la partie où il faudra dévoiler en quelque sorte un certain nombre de choses qui sont dans l'entreprise, c'est compliqué. Alors, je dirais aussi qu'un autre élément qui a été à peine soulevé, moi, je trouve que là, surtout les deux que j'ai actuellement, les deux précédentes, c'est pas le cas, mais c'est la gestion du temps de la recherche du doctorant, quoi. Parce que, contrairement à ce que dit ma collègue de droit, les entreprises qui sont justement, pas à but lucratif, c'est des entreprises pauvres. Voilà. Les entreprises pauvres, qu'est-ce qu'elles font? Elles exploitent, c'est bien, les pauvres exploitent beaucoup plus que les riches. Parce qu'ils ont, évidemment, eux, ils tirent vraiment un maximum de ressources, de ceux qui peuvent travailler pour pas grand chose. Et effectivement, les deux actuellement, un en particulier, alors celui qui est en plus embarqué dans les questions, on va dire, politiques quasiment, mais il travaille, alors, parce qu'il y a une ambiguïté, effectivement, il y a deux choses dans le contrat qui sont bien précisées, c'est l'objet qui doit effectivement intéresser et le labo et l'entreprise, ça c'est clair, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, effectivement, on se pose la question de l'application, pas l'application, ainsi de suite, et puis, il y a le temps. Alors là, on est complètement dans il y a le temps que le doctorant doit passer, et c'est signé, effectivement, il faut le donner, Donc, le temps que le doctorant doit passer dans l'entreprise. Or, les entreprises, surtout quand elles n'ont pas beaucoup de sous, qu'est-ce qu'elles font? Le temps passé, c'est le temps pour l'entreprise. Fini le projet de recherche. Et, alors évidemment, au départ, bonne volonté, bonnes intentions, tout ça, on y va, on signe. Bon, une fois quand l'étudiant a embarqué dans sa chiffre pour 3 ans, il fait quoi si on lui dit, non, j'étais la moitié du temps dans la semaine, la moitié du temps, tu travailles pour nous. Voilà. On fait quoi? Surtout qu'en plus, effectivement, comme et souvent, là, la recherche est liée à l'objet sur lequel l'étudiant, le doctorant va travailler pour l'entreprise,
c'est compliqué, vraiment, et effectivement, les deux doctorants actuels, c'est absolument fou, parce que ils sont complètement bloqués par le fait que, en fait, ils sont actuellement à mi-temps sur leur thèse, en fait, clairement. C'est ce qu'on parlait, il faut bien cadrer justement au préalable, et malheureusement des fois dans le dossier qui est déposé à la NRT pour la thèse CIFRE, il y a une répartition qui est prévue du temps entre le labo et l'entreprise, et, voilà, qui est des fois un peu déclaratif, on va dire, et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi le point de vue travailler sur, travailler pour. Ouais, voilà. Travailler sur un objet. C'est ça. Moi, j'ai travaillé pour l'entreprise. Voilà, quand on parle que des fois la thèse CIFRE, c'est pas tout rose. On a déjà eu des cas de démission de doctorants qui ont lancé une thèse CIFRE. Ils se sont dit super, moi j'adore la recherche, je vais me lancer dans un sujet, et ils se sont retrouvés à faire du travail très pratico-pratique et pas du tout de la recherche, et ça leur a déplu, et ils ont fini par démissionner. Voilà, donc ça c'est justement comment alors deux questions, comment vous arrivez à gérer ça du point de vue du labo, comment essayer de recadrer un petit peu, garder le lien avec l'entreprise et recadrer pour dire non mais c'est une thèse CIFRE, et du coup, il doit bosser sur son sujet, parce que je sais que certaines sociétés disent bah c'est moi qui paye le salaire, c'est moi qui paye le contrat de collaboration. Bon bah voilà, je vais pas payer 4 fois, il faut qu'il bosse aussi un peu pour moi. Et j'ai un autre sujet aussi, c'est quand on a à la fin de ces thèses CIFRE de la propriété intellectuelle, du coup qui est générée pendant la thèse. Comment on gère cette propriété intellectuelle si elle est pas entièrement publiée, elle a vocation à être un petit peu exploitée, déposée. Comment on gère ça, sachant que tous les résultats sont du coup en copropriété entre le labo et le partenaire. Mais alors, pour la première question, je dirais que la grande difficulté, c'est effectivement de garder le lien entre les trois partenaires, donc le doctorant, la doctorante d'une part, l'entreprise et le labo, à travers le directeur et les directeurs de recherche, en sachant effectivement que pour l'entreprise, ça a été dit, je crois par la collègue juriste, le tuteur, on va dire, dans l'entreprise n'est pas forcément toujours le même durant les 3 ans. Surtout que là aussi, il y a du turnover, mais pas que. Il y a aussi parfois de la restructuration interne, et finalement, mon supérieur il a changé de service, ainsi de suite. Donc c'est pas toujours facile de garder. Et donc, ce qui était clair avec la personne qui non seulement a signé, mais a porté dans l'entreprise le projet de la thèse, ne l'est pas forcément de la suivante, quoi. Donc chaque fois, il faut revenir et renégocier pour que le doctorant ou la doctorante puisse continuer à travailler. Je crois que et c'est quelque chose. Alors là aussi, c'est vrai que nous, c'est peut-être ça aussi l'explication d'une petite résistance, on va dire, dans les sciences humaines et sociales notamment, aux thèses CIFRE, parce que moi, je suis un défenseur à tout craint. Donc, je sais pas pour ça, mais je vais le dire quand même. Donc, c'est que ce travail en permanence comme ça de lien avec l'entreprise, avec des responsables d'entreprise, à rediscuter de ce sur quoi on travaille et qu'est-ce que ça deviendra les résultats et ainsi de suite. Quand ça devient critique aussi, c'est quand même très difficile pour un sociologue et même un éducationniste, c'est ce que je suis, de ne pas avoir une vision critique de l'entreprise. Alors il y a des entreprises qui l'entendent très bien, il y a des entreprises qui n'entendent pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas donc parfois ça fait des tensions, et bon, je dirais que il y a pas de recette. Je crois que l'important c'est effectivement de garder le lien. C'est cette magique. Même si voilà, on le saurait. Donc il faut garder le lien, et surtout avec des partenaires qui sont pas toujours les mêmes, qui comprennent pas toujours les choses de la même manière, ou n'y comprennent pas, parfois même pas du tout. Mais disons que en soi c'est aussi intéressant, parce que je dirais que ça pose vraiment, là, ça a été dit par notre collègue, toute la question de l'implication des questions sur lesquelles nous travaillons, l'implication sociale, pas seulement économique. Et je trouve que discuter avec un partenaire de l'entreprise, une grosse assoce ou une collectivité locale sur une question qui pour nous a un enjeu scientifique d'abord,
disons, ça donne cette dimension, je dirais, sociale, presque historique, quoi. Parfois, on a vraiment l'impression d'être dans le vent de l'histoire, quoi. Dire, peut-être encore plus que d'autres thèses, parce que la question, elle vient du terrain, et est portée ensuite par cette collaboration. On ne peut pas faire la défense du rapport entreprise et université, mais bon, je suis économiste de formation au départ, enfin, bon, peut-être une formation, mais je crois effectivement que ça, c'est vraiment un challenge super intéressant. Alors, pour la deuxième question, je suis désolé, mais la question ne s'est jamais posée chez moi. Donc, la propriété au sens strict, quoi. Moi, c'est plus une question de secret, de dévoiler, même pas forcément des secrets, mais dévoiler des tensions que politiquement on ne voudrait pas avoir sur la place publique, quoi. Ça, c'est peut-être, on dit souvent que là, depuis le début de cette soirée, on dit souvent que les tests CIFRE sont un peu plus compliqués du côté SHS sur pas mal d'aspects. L'un des avantages, c'est que souvent les partenaires qui font des thèses CIFRE avec des labos SHS ont tout intérêt à communiquer largement et sont moins sur quelque chose de concret. Donc là, on a une problématique qui est un petit peu moindre en SHS parce que tout le monde veut faire la même chose des résultats, les publier, les diffuser au grand public. Ce qui peut être un peu plus compliqué quand on est sur des sciences dures où il y a des vrais enjeux, voilà, il y a de la vraie valorisation. Donc voilà. Merci beaucoup. On va finir avec Marie Meyer qui est en toute fin de thèse CIFRE, qui soutient bientôt, donc qui va être dans ses fichiers Word à rédiger, à finaliser sa rédaction de thèse. Moi, la question que c'est la thèse est quasiment terminée maintenant. Comment voir cette thèse au niveau de l'insertion professionnelle, parce que bon, je pense que c'est quand même notamment un des grands intérêts des thèses CIFRE, c'est de mélanger de faire rencontrer les partenaires socio-économiques et des universités, mais aussi notamment pour l'insertion des doctorants qui est censée être beaucoup plus simple. Quel est ton retour d'expérience? Je sais pas si on est déjà dedans, si voilà, je vais pas spoiler, donc vas-y. Merci. Je pense que je vais structurer mon propos un peu en deux parties. J'essaierai d'être assez synthétique. La première partie, un petit peu comment ça s'est construit finalement. Et c'est mon expérience, mais au fil de l'eau, en fait, dès la première année de thèse CIFRE, on a commencé doucement. En première année, à projeter le après, à quoi ça sert concrètement, etc. Parce que oui, vous l'avez tout dit, il faut vulgariser, il faut savoir expliquer, et dire à quoi on sert en tant que doctorant en entreprise. Et la deuxième partie, vraiment aussi comment ça peut fonctionner, parce que le penser c'est une chose, mais après il faut le mettre en œuvre et ça c'est pas forcément évident. Mais voilà, comment ça s'est construit. Alors, déjà d'entrée de jeu, il me semble que ça a été dit, qu'on embauche un doctorant en CDD ou en CDI. Et en ce qui me concerne, j'ai eu la chance, moi on m'a fait signer un CDI au moment où on a eu la réponse de la NRT. Donc c'est ça. Moi j'ai postulé, pour faire rapidement l'historique, peut-être pour que vous compreniez bien, j'ai postulé une offre d'emploi à la fin de mon master. Je crois que j'avais soutenu 2 jours avant. Je trouve une offre d'emploi qui me plaît beaucoup, en sachant que je veux faire une thèse. Et je me dis, tant pis, je l'ai pas à côté, etc., c'est pas grave. Dans ma tête, à l'époque, la CIFRE était réservée, aux sciences dures, etc. Donc, moi, je dis sciences dures. Donc voilà, c'était réservé pour eux. Je me dis, bon, à l'entretien, j'en parle quand même. C'est de dire, bon, vous savez, je compte en faire une, mais je la ferai le week-end. Je crois, tant pis. On me dit, ah, non, mais peut-être qu'on peut trouver quelque chose, etc. Donc, ça se construit comme ça. Et contrairement, mais ça, moi je suis dans une association, donc c'était pas du tout aussi long, peut-être pour vous donner différentes temporalités. Chez moi, je me souviens, on a envoyé le dossier de thèse CIFRE, donc en octobre. Donc moi j'ai soutenu en juillet. En octobre, on a envoyé le dossier complet à la NRT. On a eu la réponse en février ou mars, et je commençais au mois de mai. Parce que vous avez encore le délai de signer les conventions, etc. Ma thèse a commencé au mois de mai 2021. Donc faites le calcul, il me reste moins de 2 mois. Donc voilà, et donc au moment où on a la réponse de la NRT, on me fait signer, enfin on me propose, si je veux, écoute, on peut peut-être passer du CDD au CDI, etc. Donc voilà, il y avait déjà ça, qui peut être rassurant par rapport à toutes ces questions aussi de précarisation étudiant, qu'on entend beaucoup. Et voilà, donc j'ai conscience aussi que c'était une chance et que tout le monde ne signe pas une CIFRE en CDI. Mais donc il y a ça, et ensuite il y a la réflexion dans cette construction un petit peu du projet de l'après, d'expérience. Enfin, je l'ai pensé un petit peu au fil de l'eau, et dès le début, en tout cas, de ma thèse CIFRE, j'ai toujours su que, j'avais toujours envie de faire une thèse CIFRE dès le milieu de la licence, et en même temps, je me suis toujours dit, mais
personnellement pas dans le monde académique, après en perspective, pas enseignant-chercheur, je savais que ça me plaisait pas trop. Mais moi, le monde médico-social, toujours intéressé. J'ai fait mon bac en médico-social, la licence que j'ai choisie, la discipline que j'ai choisie. J'ai toujours fait mes stages vers le médico-social en tournant pour des questions d'éducation à la santé, etc. Et donc, finalement, le fait de faire une thèse CIF, c'était presque un financement logique ou bienvenu, le fait de pouvoir en plus appliquer directement sur le terrain. Et voilà, en plus avec un employeur donc dans une association dans le médico-social. En parallèle, donc je dis que l'académie ne m'a pas plu non plus. Je pense que la réflexion autour du projet de l'après, ça va se faire en fonction de vos expériences. Alors il y a votre thèse, je veux dire en tant que telle, ce que vous allez produire, comment vous vous projetez, mais il va y avoir vos expériences au fil de l'eau. J'ai la chance aussi dans ma structure d'avoir une responsable avec qui passe très bien, qui n'est pas du tout de la recherche. Je suis la seule doctorante de ma structure, je le serai à ce jour. Quand j'aurais soutenu, c'est la seule docteur dans ma structure. Donc, c'est deux univers, effectivement, qui ont aussi eu un choc des cultures. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. C'est compliqué au début de faire comprendre à quoi sert un doctorant, qu'est-ce qu'il vient faire dans une association, à quoi bon. Moi, j'ai beaucoup entendu, à part lire et écrire des trucs. Donc, on réexplique les bases, on réexplique, et finalement, ça prend, ça marche bien. Et donc, ça fait partie un petit peu de vos expériences, des colloques que vous allez faire, des expériences, voilà, la rencontre avec des partenaires aussi, où finalement, moi, toute ma thèse, alors oui, il y a le côté fondamental, la recherche, ça reste de la science, ça n'est absolument pas moins bien, comme j'ai aussi beaucoup entendu qu'une thèse, académique, ou vraiment avec un financement classique. Vous devez produire de la recherche, mais ce qui m'a toujours beaucoup plu, c'est l'aspect vulgariser sa recherche, l'expliquer, parce que sinon vous restez un peu un alien dans votre structure. Moi, combien de fois je revenais de colloques, de séminaires qui m'ont beaucoup plu. Ma responsable qui est très impliquée me disait toujours mais comment ça s'est passé. Je commence à lui raconter, et sans vous en rendre compte, ce vocabulaire pour vous devient normal et un jargon, donc vous l'utilisez. Et je me rends très vite compte que souvent elle me regarde et elle me dit j'ai pas compris. Mais pour vous c'est tellement logique, etc. Donc j'ai trouvé vraiment du plaisir tout au long de la cycle à vulgariser ce que vous faites, vulgariser les pratiques. Ce qui est très important pour en arriver un peu au bout du sujet, dans vos missions. On vous donne des missions effectivement de recherche en entreprise, sauf que vous êtes dans une entreprise. Donc, ils savent que vous faites de la recherche, mais eux, il faut qu'ils comprennent ce que vous faites là, qu'est-ce que vous avez fait toute la journée sur votre ordinateur, en réunion, que sais-je. Il faut qu'ils le comprennent. Donc, cette capacité va s'entraîner assez facilement finalement au fil du temps. Et un beau jour, peut-être, en tout cas, moi, ce qui est souhaité, c'est que maman, ma responsable, en tout cas, a passé un peu la tête de son PC, elle m'a regardé, elle m'a dit, par contre, là, tu es rentrée dans ta 3e année, mais on n'a pas encore parlé de l'après. Comment on va s'appeler, on préparait les budgets, déjà pour l'année d'après. Elle m'a dit, en fait, il faut que je budgétise. Déjà, c'est un docteur, cette fois-ci, pas un doctorant, mais un docteur en entreprise. Et surtout, elle m'a dit, comment on t'appelle? C'est quoi ton nom? Comment on va t'appeler, etc. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On n'a pas encore tout à fait arrêté le nom, mais l'idée, je vais après développer là-dessus, c'est qu'en fait je sois chargée de recherche en innovation sociale au sein de l'association, donc on a un grand collectif, et qu'en fait je puisse faire ça, mettre à profit toutes les compétences apprises pendant le doctorat, c'est-à-dire la méthodologie de recherche, avoir du coup la charge de faire les études, les recherches, les analyses, que ce soit carré avec une méthodologie scientifique, pour faire créer les rapports, mais aussi continuer mes missions, parce qu'en tant que doctorant, je sais pas pour vous, si vous avez un autre intitulé, moi je suis doctorant CIF, mais je suis aussi, dans les contrats, ce qui avait été noté, je suis coordinatrice de projet, dans la lutte contre l'isolement. Donc je garde un petit peu ces missions, mais ma responsable a vraiment à cœur qu'on scientifise tout ça, qu'on aille vraiment un peu au bout des choses et qu'on valorise la recherche. Donc ça, c'était un peu le première partie de mes propos. Je vais essayer d'accélérer. Voilà. Vraiment, en fait, ça se construit au fil de l'eau. Je pense que ça dépend un petit peu de votre perception, de l'entreprise, des expériences que vous allez faire. Mais je pense aussi, j'en suis assez convaincue, que ça ne dépend pas que du doctorant, en tout cas dans la structure d'accueil dans laquelle vous allez être accueilli. Je pense que c'est vraiment en fait un travail conjoint entre vous et l'entreprise aussi. C'est-à-dire que l'entreprise doit aussi vous laisser une place pour le après. Ne pas se dire, ben voilà, on a eu une subvention pendant 3 ans, vous nous avez fait une recherche, on a de chouettes résultats, peut-être des choses à appliquer, comme en tout cas dans ma thèse, j'ai toute une partie opérationnelle, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain, etc.
ma responsable, voilà, aussi à cœur, mais c'est toi qui vas le mener, c'est déjà toi qui as cherché, t'as trouvé tout ça, donc on va pouvoir le mener, le concrétiser vraiment en réel auprès des publics qu'on accompagne. Donc je pense que il y a ça. Le doctorant doit savoir quand même à peu près ce qu'il souhaite faire après, rechercher l'innovation, rechercher le développement, du conseil, de l'audit. Il y a plein de métiers qui existent après une thèse en sciences humaines en entreprise. Il doit savoir vulgariser ce qu'il fait pour le rendre accessible à ses supérieurs ou aux personnes qui l'entourent. Ça, c'est important parce que travailler avec un chercheur, c'est bien, mais on arrive à travailler ensemble, on peut quand même parler le même langage. Mais je pense que l'entreprise doit laisser cette place et sur les réseaux sociaux, il y a en CIFRE qui ont des comptes qui racontent un petit peu leurs aventures, etc. J'en suis quelques-uns et je me rends compte qu'on a pas tous la même vie en entreprise, donc il y a les difficultés qui ont été énoncées. Et par exemple, ce que je vois beaucoup, c'est que des fois, les responsables CIFRE d'entreprise, il y a des rendez-vous très ponctuels. On se voit pas tout le temps, on parle pas beaucoup. J'ai pareil encore une fois cette chance, donc je suis en CDI, vraiment bien intégrée dans ma structure et surtout, je partage le même bureau avec ma responsable, mais même si on partageait pas le même bureau, je veux dire, l'équipe est vraiment pas loin, etc. Donc, il y a vraiment un dialogue continu qui permet un petit peu d'entretenir et de faire vivre un petit peu à mes travaux. Quand on rencontre des partenaires institutionnels, pareil, elle a à cœur. Alors moi, je le cite pas toujours. Je suis coordinatrice, j'aime pas forcément toujours parler de thèse. Ça fait peur, des fois, aux gens quand on les rencontre, parce qu'ils disent, rien à comprendre. Des gens qui réfléchissent trop, etc. Mais comme ça, elle a à cœur aussi à chaque fois de le ressouligner. Je suis chercheuse et que j'apporte vraiment tout ça. Ça rejoint vraiment ce qui a été dit au tout début, c'est que la thèse CIFRE, en fait, c'est un vrai équilibre à trouver. Et bon, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir 3 points de vue, parce que je pense qu'il n'y a jamais une thèse CIFRE qui se ressemble. Il y a plein de prérogatives qui sont différentes, il faut trouver vraiment l'équilibre. Il y a plein de choses qui ont été bien abordées, qu'on n'aura vraiment pas le temps de dire aujourd'hui, mais c'est effectivement, on sent que là, il y a tout de suite une idée d'aller dans le monde socio-économique, mais oui, des docteurs en CIFRE qui ont envie de faire une carrière académique derrière, parce que je sais que c'est plus compliqué, qu'il y a des problématiques pour donner des cours, notamment, que quand on est à mi-temps en entreprise, et voilà. Pour pouvoir avoir des créneaux pour donner des cours, de l'enseignement, etc. C'est plus compliqué, donc c'est des prérogatives qu'il faut trouver, qu'il faut comprendre, et voilà, c'est de trouver le bon équilibre. Peut-être une petite question pour la toute fin qui s'adresse à nos 3 doctorantes CIFRE, c'est évidemment après, voilà, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que vous en feriez une thèse CIFRE? Sûrement un petit peu autrement. Je suis à peu près persuadé, mais je sais pas si peut-être. Comment utiliser le micro? Alors oui, je recommencerai une thèse CIFRE, mais ouais, voilà. Non mais vraiment, je fais aussi beaucoup pour les thèses CIFRE en sciences humaines et sociales à d'autres collègues, à des étudiants en master. Moi j'ai eu l'occasion de faire des cours en tant que vacataire, mais bon, si on a l'occasion d'en parler après, on en parlera après. Je fais beaucoup de pub pour les thèses CIFRE en sciences humaines, mais effectivement, moi, je pense à ce côté équilibre du temps que moi, j'ai vécu, par exemple, une responsable, et ça va très très bien, mais dans le monde associatif, il n'y a pas beaucoup de moyens non plus. Donc, effectivement, quelqu'un qui est là et qui peut peut-être donner un coup de main parce qu'on se dit, mais ça ne va pas te prendre trop de temps de m'aider à préparer telle réunion, de m'aider à faire ceci. Ça prend pas beaucoup de temps, mais le pas beaucoup, plus pas beaucoup. En fait, et ça m'est déjà arrivé parce que j'ai une très bonne responsable, en fait, d'avoir la chance de pouvoir récupérer toutes ces heures après. Donc, en fait, des fois, j'ai fait 2 semaines d'affilée de thèse, parce que je venais d'enchaîner des trucs qui n'ont rien à voir avec ma recherche. Mais donc, ouais, c'est peut-être essayer d'un peu plus, mais c'est difficile. Parce que chacun a son point de vue. Je pense peut-être, je sais pas si vous voulez un petit mot en une seconde. Est-ce que t'en fous pour un peu? Oui, franchement, carrément recommencer, mais c'est ça. Après, on signe un peu pour ça aussi, et c'est beaucoup de travail supplémentaire, mais c'est très 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 enrichissant, et c'est une autre richesse que les docteurs de labo retrouvent pas forcément, parce qu'on est vraiment plongé dans le monde réel, et rien que pour ça, c'est incroyable la CIFRE. Et on rencontre plein de partenaires, on rencontre plein de gens, on se fait un réseau incroyable, ça c'est très important aussi, le réseau après.
Et oui, s'il y avait une chose à faire, et ce qui est pas forcément simple quand on sort de la fac, on n'a pas appris. Comment j'ai appelé ça, ma directrice de thèse, elle dit, il faut faire du public relations. Donc, en gros, il faut apprendre à parler aux autres, à parler de soi, de ce qu'on fait, à communiquer, surcommuniquer tout le temps. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et toujours faire des ponts entre ces deux mondes. Entre ces deux mondes et entre son travail et parler à ses responsables, à sa directrice, etc. Et ça, c'est hyper important. Donc, là, ça, franchement, je recommencerai à 100%. Très rapidement. Un grand groupe aussi, pouvoir refaire la thèse CIFRE, mais par contre, avec un peu plus les pieds sur terre sur la durée, en fait, finalement, encore une fois, je insiste par rapport à ce que je disais avant, les 3 ans, en général, la thèse, c'est un petit peu compliqué, c'est plus 4. Et vu que l'ANRT, en tout cas, j'ai eu le oui en février, un ATER, ça commence en septembre. Moi, entre février et septembre, je fais pas régime, je demande. Et du coup, ça peut être compliqué, du coup, de trouver, un suivi, en fait, après cette 3e année. Et sinon, c'est chouette, hein, fait du test, c'est Effectivement, on n'a pas parlé, mais encore un sujet qu'on peut pas parler de toute façon ce soir, mais effectivement, surtout des thèses qui durent que 3 ans, 36 mois même, hein, c'est vraiment très précis, c'est compliqué à gérer. Un petit mot, après on va passer à des questions. Bon, comme vous avez compris, c'est quand même le test CIFRE, c'est quand même un super dispositif. Ça coûte très peu cher aux entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça met vraiment une expérience qui est quand même incroyable pour les doctorants. Vraiment voir les 2 mondes d'un coup comme ça, c'est vraiment génial. Et pour l'insertion professionnelle, c'est quand même génial. Moi, je pense que le principal problème des thèses CIFRE à l'heure actuelle, c'est qu'elles sont pas assez connues. Et notamment, on ne sait pas tous forcément toujours ce que ça implique. Donc, en tout cas, je suis très content du coup d'avoir des soirées comme celle-ci où on puisse en parler et faire un peu de communication et faire un peu d'éducation, expliquer comment ça marche et ce qu'il faut penser en amont, en aval, enfin voilà. Voilà, je sais pas s'il y a des questions. Je me posais la question quand le financement est terminé, donc c'est-à-dire quand on est arrivé au bout des 3 ans, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place avec l'entreprise qui nous prend? Rien. C'est un CDD classique, du coup, à ce moment-là, il faut que tu négocies en tant que... Mais alors, du coup, donc, ce que tu peux négocier, c'est un CDD. Enfin, voilà, du coup, tu te retrouves sur le marché du travail, en sachant que, du coup, il y aura plus, ou alors, il faut que tu négocies dans ton contrat de travail, ce qui est peut-être un peu compliqué, mais cette séparation entre ce temps purement de recherche et ce temps entreprise que tu n'as plus là-dessus. Et alors, c'est là où j'insistais sur la temporalité, parce qu'on est beaucoup de thésards CIFRE à avoir cette problématique-là. C'est que, parfois, ça dépend si ton contrat CIFRE s'arrête pile en août, c'est parfait, parce que tu peux enchaîner sur 1 an d'enseignement à l'université, et ce serait même top, parce que du coup, tu as une 4e année vraiment très académique, et c'est super. Mais s'il se termine en décembre-janvier, par exemple, là, par contre, c'est un peu plus complexe. Et en l'occurrence, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, à Bordeaux Métropole, comme c'est un contrat qui est voté en commission d'élus, et que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que un nouveau doctorant arrive, qu'il y en ait un qui parte, etc., moi, c'est écrit noir sur blanc sur mon contrat que je sais impossible de reconduire. Donc, projet sous capitaine, c'est ça. Donc, après, c'est aussi un CDD. J'ajoute juste un mot. Techniquement, c'est possible de prolonger les thèses CIFRE. On le fait régulièrement. Mais le problème, c'est que du coup, il n'y a plus la subvention de la NRT. Elle ne dure que 36 mois. On peut continuer la thèse, mais du coup, le salaire du doctorant, de la doctorante devient, entre guillemets, un peu plein pot. Ah non. Il y a le CIR, il y a 30% des dépenses pour les entreprises. Il y a le SICO aussi, dont on n'a pas parlé, mais bon, je pense que... Et la subvention de la NRT, elle n'est plus présente. La subvention de la NRT n'est plus présente. On peut toujours faire du crédit d'impôt, de toute façon, bien sûr, mais ouais. Ah ben, et on en fait plus. Et là, proportionnellement, il y a encore plus de remboursement du crédit impôt recherche, et parfois, on avait calculé avec une entreprise, il est parfois aussi rentable de faire du CIRC, notamment avec des frais d'environnement qui sont d'autant plus montés, que de faire du CIFRE. Donc, la suite, alors, c'est pas valable pour les collectivités, c'est pas valable pour les associations, c'est valable que pour les entreprises.
mais le levier CIR est un outil extrêmement puissant. Le financement de marché. Et juste pour continuer sur ça, même le dispositif CIR lui-même, parmi les voies d'application, c'est le recrutement de jeunes doctorants sans référence aux chiffres. C'est-à-dire que là, quand on combine les deux, c'est parfait, mais chacun des deux dispositifs peut être utilisé, donc même le CIR sec, entre guillemets, peut être utilisé. Donc voilà, donc une entreprise peut aussi avoir un cours dans ce cas-là. Mais effectivement, c'est différent. On a changé, on est plus dans le change de dispositif, mais il y a des possibilités. Sauf, bon, voilà, le cas, voilà. Sauf tous nos exemples, bon. Voilà.